bien, bonsoir à toutes et à toutes et merci pour l'invitation. Il m'est venu quelquefois l'occasion de venir à Luxembourg, mais c'était quelques heures pour des réunions de travail et là on passe une journée très bien accueillie et on va essayer d'échanger. Je suis d'autant plus sensible à votre venue que le sujet qui est le nôtre ce soir est quand même assez complexe, vu que quand on parle le droit, bon, il y a évidemment tout de suite des images qui viennent, est-ce que ça marche, c'est bien compliqué, et donc est-ce qu'on va même comprendre, parce qu'il y a toujours une complexité dans le droit, bien évidemment, et ben écoutez, on va essayer d'échanger et de porter quelques idées simples. Donc moi je peux vous parler de beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'on est là pour échanger, et je vais simplement faire un propos pour un peu poser quelques thèmes et vous dire comment est-ce que nous travaillons. Et puis après, on peut échanger, mais même à tout moment, vous me faites signe. Et la seule chose qui compte, c'est qu'on progresse par l'échange. Sur le premier point que je voudrais aborder, c'est le fait de comprendre comment on peut utiliser le droit maintenant et l'espèce de révolution culturelle qui est nécessaire. Vu que très clairement le droit est un instrument de domination et comment on peut l'utiliser en sens inverse en quelque sorte. Le deuxième point sera de faire un catalogue, mais un peu, où on va lister un certain nombre d'actions, donc celle de la Cour pénale internationale qui est dans l'actualité, et qui est toujours dans l'actualité, et je dirais toujours plus, mais également parler du droit économique européen, qui est l'axe fort en fait de l'action, et puis de peut-être la défense des prisonniers, qui peut renvoyer à d'autres types de procédures, et sort des prisonniers palestiniens est absolument consternant, et c'est vraiment une injure aux droits de l'homme. Voilà, d'autres points, mais je pense que quand on aura fait ça, on aura déjà de quoi échanger. Sur le premier point, ce droit de domination, alors il est certain que quand on parle de la Palestine, et surtout quand on va en plus en Palestine et qu'on discute avec les Palestiniens, pour eux, le droit a toujours été un instrument de la domination, c'est-à-dire qu'il y a la force militaire, après il y a la force économique, et puis pour blinder le tout, il y a la force juridique. Bon. Donc j'admire d'autant plus leur démarche qui a été de dire mais on doit quand même pouvoir faire quelque chose avec le droit, que entre le F-16, le F-16 ne ferait pas grand-chose s'il n'y avait pas eu un carcan juridique de domination, de double standard, de violence imposée, l'injustice par le droit, quoi, finalement, qui était toute l'histoire de la Palestine, d'autres peuples aussi. Mais évidemment, comme avocat, je ne suis pas non plus émerveillé en disant « Ah, la justice, c'est beaucoup plus compliqué » et il y a incontestablement un ordre de domination. Et quand il n'y a pas de droit, on dit « Ah, c'est une dictature, c'est abominable », donc on fait un petit saupoudrage juridique où on le met même bien cadré, on met un peu d'agitation de temps en temps pour donner l'impression que ça discute, et puis finalement, vous blindez complètement parce que ce qui était injuste, vous le rendez légal. Voilà. Il faut évidemment avoir tout à fait en tête cela. C'est aussi ancien que l'histoire du droit. Pour ce qui est, je suis un petit Français qui parle devant vous, Bonaparte crée le Code civil sur le droit de propriété. Pas pour défendre le petit propriétaire, mais pour défendre l'ordre établi et bloquer toute idée de partage. Bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la liberté du travail fait qu'il faut que les enfants soient libres de pouvoir travailler. Donc, en fait, le droit n'est pas vertueux en lui-même, loin de là. Et il faut évidemment faire tout un travail pour arriver à marquer quelques points avec le droit, ce qui veut dire, deuxième remarque dans ce petit propos introductif, que toute l'histoire d'ailleurs des mouvements de libération, même des mouvements sociaux le montre, c'est que s'il y a l'action juridique sans un volet politique, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est à quelques victoires symboliques et qui font des jolis articles dans la presse, qui permettent l'occasion de faire une fête, ce qui est toujours bien, parce qu'on est content d'avoir gagné le procès. Mais un procès qui n'est pas une action juridique et qui n'est pas vraiment en lien avec une action politique, c'est-à-dire diplomatique, économique, sociale, culturelle,
n'apporte aucun bénéfice durable. Voilà. Donc, je le souligne parce que j'ai vu que parfois, on passait de l'oubli du droit à une forme d'adoration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit, alors c'est ceci, puis après, oh, on peut faire un procès. Bah, tiens, l'avocat, il y va, il va gagner le procès et tout va être réglé. Mais même si le procès à la CPI devait être gagné, ça ne réglerait pas le problème de la colonisation, ni de qu'est-ce que c'est que les frontières, ni voilà. Donc, il faut utiliser un outil et essayer de l'utiliser comme il faut. Mais on a, vous voyez, j'aborde le droit avec quand même un certain nombre de réserves. Je pense par ailleurs que la justice est indépendante, mais elle est surtout indépendante quand on n'en a pas besoin, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire quand c'est la vie de tous les jours. Mais quand il y a des affaires sensibles ou qui sont vraiment dans le rapport de force, eh bien l'indépendance du juge, elle est quand même à voir et à revoir. Et on peut donner de nombreux exemples où effectivement, quand ça devient chaud, ben, le juge tient le coup ou ne tient pas le coup. Voilà. Et là encore, il faut qu'on soit extrêmement prudent dans ce que l'on fait pour ne pas embarquer le peuple palestinien dans une galère de plus. Bon, maintenant, Michel l'indiquait, bon, je viens aujourd'hui, j'ai forcément une petite réserve dans mon propos, en même temps une petite force aussi, parce que je ne vous donnerai pas mon point de vue en tant que tel, enfin on pourra toujours l'évoquer un peu, mais j'ai forcément une certaine retenue dans la mesure où, sur l'affaire qui est celle du peuple palestinien de ces temps-ci, c'est-à-dire la grave agression d'abord en Cisjordanie et ensuite à Gaza, parce qu'il y a eu des choses très lourdes qui ont été faites en Cisjordanie. Le ministre de la Justice du gouvernement d'État, parlez plus d'autorité palestinienne, l'État de Palestine, a donné mandat à mon cabinet pour faire un certain nombre d'actions. Voilà. Donc, ça veut dire que, faut bien comprendre, ça veut dire que le ministre de la Justice qui se trouvait au moment des faits à Gaza, sous les bombardements, trouve un papier, il n'y a plus de papier en tête, mais il avait gardé le tampon, voilà, grand homme, hein, et le tampon c'est État de Palestine, State of Palestine, Minister of Justice, et donc il signe un mandat en tant que ministre de l'État. Et il arrive à nous le faire passer parce qu'on a quand même quelques contacts là-bas. Et donc le message, le premier, c'est que sous les bombardements, vu que le mandat devait être du 23 juillet, je crois, quelque chose comme cela, sous les bombardements, eh bien, il y a une réflexion politique pour dire, malgré tout ce que nous a fait le droit, avec son double standard, cette domination du Conseil de sécurité, ces résolutions qui servent à rien, ces cours qui nous ignorent et ces procès perdus, eh bien, il y a encore un ministre de la Justice qui se trouve à Gaza et qui dit « j'envoie un scan à un avocat et il faut qu'il nous fasse une procédure ». Voilà. Donc, il y a toujours ce paradoxe dans la justice, ce côté de droit injuste et de domination, et le fait que la justice reste un idéal et qu'on trouve des mécanismes qui, en l'état actuel, sont quand même des mécanismes qu'il faut qualifier de vertueux. Voilà. Le problème, c'est qu'il faut distinguer les choses, procéder à beaucoup d'analyses, procéder aussi à beaucoup de travail. Quand cette plainte est arrivée, je crois que donc Michel a gagné une nuit blanche à cette opération, mais qui était un bon souvenir aussi, et qu'il y avait un sentiment qu'il fallait vraiment faire vite et bien. On a pu faire une plainte de 40 pages en à peu près 2 jours, parce qu'il y a 5 ans de travail avec les dirigeants palestiniens. Voilà. Et depuis la guerre, l'opération militaire au plomb durci, les dirigeants palestiniens sont convaincus, alors selon les partis politiques un peu plus, un peu moins, c'est vrai que du côté de Gaza ça a toujours été beaucoup plus réactif et on a eu un travail construit avec eux dès cette époque-là. Ils sont convaincus qu'il faut utiliser l'arme juridique. Et donc, en fait, quand le ministre envoie un mandat, c'est parce qu'on se connaît déjà bien. Quand on va faire la plainte et qu'ils matériellement ne sont pas en mesure de la relire, qui font donc tout à fait confiance, c'est parce qu'on a déjà beaucoup travaillé sur ces questions. Et donc, il faut vraiment, le première donnée, je dirais, c'est qu'il ne faut pas avoir l'idée que c'est un coup, en quelque sorte. C'est vraiment le fruit d'un travail, des réunions qu'on a pu faire ici, là ou ailleurs, aller 2 fois à Gaza. Maintenant, c'est très difficile de s'y rendre. En tout cas, je ne peux plus passer pour quelque temps. Et arriver en hélicoptère, c'est assez difficile. Enfin, en tout cas, surtout l'atterrissage. Donc on échange, mais voilà, ils sont convaincus, en tout cas vous pouvez en être sûr, que ces dirigeants politiques qui sont des dirigeants de très haut rang, qui affrontent les plus forts des rapports de force, qui savent ce que c'est que la misère du peuple et la violence de la guerre, nous disent
il faut pouvoir saisir la justice. Et c'est vrai qu'on vit des événements quand même un peu forts dans ce genre de circonstances, et j'avais évidemment en tête le souvenir d'une jeune fille qui s'appelle Amira, qui en 2010 était encore mineure, qui est une Palestinienne de Gaza, qui avait été victime de crimes de guerre pendant l'opération Plomb Durci en janvier 2009. Donc, et qui avait donné, qui était venue en France pour se faire soigner, et qui, toute Amira de 16 ans, ne parlant que l'arabe, et avec les informations qu'elle pouvait avoir, était venue en France pour se faire soigner. Et dès qu'elle est arrivée en France, elle a dit, il faut trouver un avocat, je veux aller déposer plainte. Et on était allé déposer plainte avec elle à la Cour pénale internationale. C'est donc une enfant qui avait ouvert la voie. Et elle aussi donnait un message sur qu'est-ce que c'est que la justice. C'est vrai qu'on veut vous parler de règles de procédure. Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment le cadre aujourd'hui, même s'il faudra un minimum de technique. Mais en bout de course, la justice reste un idéal qu'on est en train de mettre en œuvre. Voilà. Et des fois, on se lève un peu tôt, on se couche un petit peu tard, mais on a quand même le sentiment que c'est une voie importante qui se met en œuvre. Amira, il faut vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un crime de guerre, parce que l'un des problèmes de la justice et des crimes, et ça les avocats le savent même pour les affaires de vie courante, c'est qu'une fois que le crime il y a crime, allez on passe à autre chose. Pourquoi? Parce que notre esprit, il est sympathique. On est là pour discuter, on est là pour échanger, on est là pour faire un bon repas, on est là pour s'engueuler entre nous, mais le crime on le rejette. Donc au bout d'un moment on dit il y a 2000 Palestiniens qui sont morts et il y a 4000 blessés graves. Mais l'histoire ne s'arrête pas comme cela, c'est-à-dire que quand on est en justice, il faut prendre le temps d'examiner le crime et de dire le crime c'est ça. Voilà. Et un crime de guerre, c'est pas le peuple palestinien. Oui, c'est le peuple palestinien, mais c'est par exemple cette histoire d'Amira qui ensuite lui donne la conviction que, alors elle fait le choix. Qu'est-ce que ça peut être de dire, eh ben je rentre, je vais faire des attentats. Non, non, elle dit la justice, c'est la justice qui peut nous en sortir. Et ce qu'elle a vécu, c'est à la fin de cette opération, donc qui est pris fin le 21 janvier, c'était donc le 19. Elle vit un petit peu à l'écart sur un quartier à l'écart de Gaza, dans la maison de son père. Elle est restée avec son frère et sa sœur, qui ont tous 1 ou 2 ans d'écart, donc c'est 13 ans, 14 ans et 16 ans. Et son père est resté, c'est le seul de tout le quartier parce qu'il y a la mosquée à côté et donc il fait l'appel à la prière. Et puis c'est sûr que c'est pas un combattant, il vit avec ses 3 enfants. Il n'y a plus qu'eux qui sont là dans le quartier, les chars sont juste devant où ils se sont mis installés sur la place. Le soir, le père se met dans la maison, les enfants dorment, donc tout le monde est au rez-de-chaussée parce qu'il y a un étage, on n'ose pas monter. Et le père sort. Pourquoi? Il ne faut pas sortir, c'est sûr, c'est comme ça, parce qu'il y a la guerre, mais c'est le comportement humain, ça fait 5 semaines qu'ils vivent cela, cette nuit paraît plus calme, il ne se passe plus rien, on a quand même compris qu'ils étaient en train de se retirer avec tous les... il a devant lui un parking de 100 chars qui sont là en train d'attendre, et il se met sur le seuil, et quand il ouvre la porte, eh bien ça, il y a les surveillances de nuit, et paf, il y a un tir. Et donc alors qu'il est sur le seuil de la porte, ce qui va être prouvé, vu que la porte est soufflée et qu'il y a la taille, l'endroit du cratère. Et donc les enfants sont réveillés par un tir, donc c'est depuis un hélicoptère, et le père est attaqué alors qu'il était simplement en train de regarder le ciel. Et ça c'est un crime de guerre, c'est une attaque déterminée contre un civil, c'est ça, c'est donc 3 enfants qui perdent leur père. Voilà. Les 3 enfants sont réveillés par le bruit de ce bombardement. Ils sortent, c'est la nuit noire, il n'y a aucune électricité, et par ailleurs il y a toute la poussière soulevée par l'attaque. Donc ils vont un peu trop loin sans se rendre compte qu'il y a, puis quand les yeux s'habituent à l'obscurité et que la poussière retombe un peu, ils discernent le père qui est allongé, et donc c'est Amira qui le voit en premier, donc elle se projette vers son père qui est à terre. Et elle est tirée par elle a un deuxième tir parce que son mouvement est perçu par la surveillance et donc elle tombe, la jambe frappée par également l'hélicoptère sur son père qui est en train de mourir, voilà. Et les 2 frères et sœurs
se disent qu'est-ce qu'on fait, et donc ils ont l'instinct d'aller chercher des secours. Où est-ce qu'ils peuvent en trouver? Ils ne savent pas, mais il y a une rue qui est un peu plus loin. Donc on est allé visiter le quartier que l'on revoit très bien, et donc ils passent dans des petites ruelles entre les maisons des villages de Gaza, pour arriver sur une place qui s'élargit un peu, puis derrière la place, il y a une rue où il peut y avoir un peu de trafic, et donc ils pensent qu'ils peuvent peut-être arrêter une voiture. Dès qu'ils sortent sur des petites ruelles, et qui sont donc sur cette place, il y a à nouveau un tir d'hélicoptère, et les 2 enfants sont tués par un troisième tir. Les corps sont tellement déchiquetés qu'on croira ensuite que Amira également est morte, et ils vont faire les funérailles pour le père et pour les 3 enfants. Sauf que Amira, donc, et là où ça, si vous voulez, c'est pour ça quand on dit crime de guerre et qu'il ne faut pas laisser passer, c'est ça un crime de guerre, vous comprenez? Voilà. C'est donc des enfants qui vont chercher des secours sur un quartier qui est complètement calme, et ce sont des militaires, c'est-à-dire des êtres humains, qui sont avec leur surveillance électronique hyper sophistiquée, qui voient des gamins qui courent dans les rues, et ils attendent que les gamins soient sur une place, et ils tirent à bout portant avec des bombes des enfants, voilà. Et Amira a survécu, elle a pu rentrer dans la maison, elle a une histoire assez terrible, quoi, vu qu'elle a pu passer la nuit, il n'y avait plus rien dans la maison qui avait été bien endommagée. Elle s'est arrangé la jambe pour faire un garrot avec des sacs plastiques qu'elle avait pu trouver, et elle s'est endormie sous le choc. Au matin, elle a essayé de récupérer la puce dans le téléphone de son père, qu'elle a dû aller fouiller, son père qui était mort comme cela. Et elle a essayé la puce sur le téléphone, mais tout était cassé, rien ne marchait, donc elle voit qu'elle est seule au monde, il n'y a plus de secours, tout le quartier est désert, et elle sait qu'il y a une maison où elle peut trouver peut-être de l'eau, donc elle va passer la journée à ramper contre les murs, et elle arrive dans cette maison où il n'y a plus personne. La maison, elle n'arrive pas à l'ouvrir, et elle s'écroule sur une petite maison qui est à côté, qui se trouvait être la maison d'un journaliste qui était restée ouverte, et elle est trouvée sans conscience au bout de 36 heures, et donc ils avaient déjà fait les funérailles, ses propres funérailles, et quand elle est arrivée à l'hôpital, il a fallu retrouver qui c'était, et donc la mère a découvert que sa fille était toujours là. Alors elle a eu une jambe elle avait perdu énormément de sang, elle était vraiment moribonde quand elle a été trouvée. Elle l'a récupérée, elle est venue en France, il a fallu la faire passer par les tunnels. Elle était magnifiquement acceptée par la Suède, vu qu'hélas la France n'accepte pas les enfants dans ces circonstances, pays des droits de l'homme. Et de Suède, on a pu la faire venir en France, où elle a été soignée. Elle avait des gros problèmes d'infection à cette jambe. Et avec les béquilles, je veux aller à la cour parce qu'il faut que, voilà. Et elle nous donne le message en disant je vis à Gaza depuis 16 ans, je sais ce que c'est, j'étudie pas le droit international, je connais que l'arabe, j'ai vu mon père, j'ai vu mes frères, je sais ce qui... Et ici, il faut que ça passe par la justice. Voilà. Donc, en fait, on peut dire que c'est compliqué comme tout, on peut dire que parfois c'est décourageant, mais je pense qu'il n'y a pas du tout de doute sur ce qu'il y a à faire. Et la voie, elle est extrêmement claire. Et moi, vraiment, je suis admiratif de la lucidité de cette jeune fille qui correspond à leur discussion qu'il y a là-bas. C'est-à-dire que depuis, on a reçu d'autres mandats, on a pu déposer d'autres plaintes. Quand je suis retourné à Gaza, j'ai pu la rencontrer, elle récupère petit à petit. Alors elle a toujours une jambe qui est plus courte que l'autre, elle n'a plus d'infection, elle est seule, et voilà. Et donc elle, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il faudra que la justice soit rendue. Donc ça prendra combien de temps? Le temps que ça prendra. Et son histoire, c'est celle d'un autre, c'est celle d'un autre. Voilà. Donc en fait, on est porté par ça aussi. Et la question au bout d'un moment, c'est mais arrêtez de nous raconter, je ne sais pas quoi, Hamas, sécurité, machin. Moi, je vous parle d'un hélicoptère qui tire sur des enfants qui vont chercher des secours. Voilà. Voilà, je vous parle de ça. Est-ce que vous voulez le juger ou non? Voilà. Et il faut pouvoir rentrer dans ces problématiques pour ensuite comprendre qu'il faut se taper de la procédure, qu'il faut avoir des choses très lourdes à gérer, qu'il y a des polémiques pas possibles qui viennent, mais en bout de course, c'est ce qu'il faut faire. Et je vous raconte l'histoire d'Amira, je pourrais vous raconter beaucoup d'autres qui sont les histoires du crime, faits par des soldats sur commande, et qui ensuite rentrent chez eux en disant allez basta, c'est pas un problème, voilà. Donc il faut absolument le faire, voilà, il n'y a pas de doute, et on peut
Voilà, on peut. Alors, je pense que ceux qui seront à notre place dans 10 ans ou dans 20 ans, ils le pourront mieux, je pense, vu qu'il y a quand même un mouvement qui, même s'il est très lent, très compliqué, avec beaucoup de recul, de retour, de choses pénibles, il y a quand même une belle évolution. Pour le moment, il se trouve qu'on a à la fois la chance et la difficulté d'être sur quelque chose qui est en train de se créer. Mais en revanche, vous devez être absolument sûr qu'il se passe des choses dans le droit et que maintenant, il n'est pas illusoire de dire à Amira et à Jamila et à tant et tant, ou cette femme de 40, elle est née en 48 à Gaza, c'est-à-dire qu'elle est l'histoire de la Palestine. Elle a eu 13 enfants qui sont tous diplômés d'ici, de là. Elle est arrivée donc à 60 ans pour voir sa maison détruite par une bombe alors qu'elle a élevé 13 enfants. Son fils a construit dans un côté, son fils n'avait pas pu, qui a perdu, donc son fils a perdu son propre fils qui avait 6 ans écroulé dans la maison. Il n'a pas pu être au chevet de son fils ni aux funérailles parce que son fils est né à Gaza, est un héros de l'astronomie et il est embauché par la NASA. Voilà, donc la qualité, vous voyez, les efforts de ces personnes, et bien cette femme qui réussit ça avec 60 ans, détruit sa maison et elle a la jambe qui est broyée dans la chute. Donc ce sont ces faits, voilà, je ne veux pas en dire plus sur ces faits, mais il faut quand même bien voir qu'encore une fois, on a tendance à trop vite tourner la page du crime pour en dire, voilà, c'est de la politique, c'est de l'économie. Non, c'est ça, et notre devoir d'être humain, c'est de juger ces questions. Et à ces gens, on peut leur dire, on peut faire des choses. Voilà. Donc, c'est vrai que rien n'est fait, c'est vrai que ce n'est pas encore tout acquis, mais on peut faire des choses. Quand nous étions, il y a quelques années, qu'il y avait le massacre de Sabra et Shatila, à cette époque-là, on ne pouvait pas saisir la justice. Voilà. Et donc, est-ce qu'on pouvait utiliser le droit comme protestation, utiliser le tribunal d'influence à titre exclusif, vu que c'était ça, c'était des protestations, c'était des demandes de résolution. Mais maintenant, on peut commencer. Voilà, alors on peut commencer, et encore une fois, le peuple palestinien, je vous dis, Amira n'a pas de formation juridique, mais elle avait suivi cela. Les enfants, là-bas, on a beaucoup de discussions quand on y va, et ça les intéresse beaucoup. À la faculté de Gaza, il y a des professeurs de droit avec qui nous sommes en train de mettre des programmes d'enseignement sur ces questions, avec les meilleures références de droit international, tout en anglais, tout se passe très très bien. Donc tout c'est véritablement une culture juridique qui se met en place, il faut absolument en être partie prenante. Et sur cette introduction, je dirais simplement en bout de course, il faut être logique aussi, c'est-à-dire que vous dites, nous disons, Israël viole les droits. Bon, si Israël viole les droits, il faut les faire condamner, pardon, et il faut démontrer que c'est eux qui sont nuls. Voilà, c'est pas plus compliqué. Leur Cour suprême, c'est du bidon total. Je m'excuse, je parle simplement. Mais il faut arrêter d'avoir une espèce de respect en disant, voilà, ils ont une culture juridique, ils ont des juristes. Non, ils ont un système mafieux pour violer le droit et commettre des crimes et créer un système qui aboutit à l'histoire d'Amira, l'histoire de cette dame, à l'histoire, bon. Et donc, les grands spécialistes du droit international sont les Palestiniens et le meilleur enseignement juridique du droit international va maintenant se faire à Gaza. C'est-à-dire que s'ils violent le droit, c'est qu'ils le méconnaissent. Ce mouvement, encore une fois, est tout à fait en cours et je pense que l'erreur fondamentale que fait Israël dans cette affaire, c'est de maintenir les mêmes violations du droit depuis toujours, en se disant ça a toujours marché. C'est-à-dire résolution, protestation, conseil de sécurité, tout ce que vous voudrez, allez-y, on continue, on fonce, sans comprendre que si les règles restent les mêmes, ce qui a changé, c'est la sanction, les procédés de sanction. Voilà. Et ça, ils ne l'ont pas intégré. Et tu as parlé donc du procès qu'on avait fait pour Agrexco. Donc le procès, ça aussi, c'est tout à fait intéressant de parler des choses vécues. Ce procès a été engagé par la Confédération paysanne, le syndicat français, pour obtenir l'interdiction des exportations agricoles depuis les colonies qui venaient de bateaux d'Agrexco qui arrivaient à Sète une fois par semaine. Le juge nous a donné une victoire en nous autorisant à faire une saisie des documents de douane quand le bateau arrivait à Sète, bon, sans aviser la partie adverse. Le juge l'a accepté. Voilà.
Et donc on a pu faire cette visite et effectivement on a trouvé des documents de douane qui à la limite étaient crédibles et d'autres qui ne l'étaient absolument pas parce qu'on indiquait des terres qui venaient, des produits qui venaient de localités dans les territoires occupés qui étaient marqués comme origine Palestine. Voilà. On a engagé la deuxième phase du procès pour dire que les produits agricoles qui venaient avec le code postal et la liste des villes qui sont dans les territoires occupés tel que ça a été fait par l'Union européenne et qui était marqué Made in Israel, ce certificat étant faux, le produit ne pouvait pas être débarqué. Voilà. Et on me disait, mais tu es fou de faire un truc comme cela, la Confédération paysanne va être ruinée. Alors les Confédérations paysannes, ils sont super eux aussi. Ils ont dit non, 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 ça marche, c'est des logiques, on ferait la même chose pour d'autres. Et on a engagé le procès. Et qu'est-ce que l'on a vu? On n'a rien vu du tout parce qu'Agrexco s'est trouvé en faillite. Donc je ne pense pas que notre procès était l'élément décisif de cela. Mais l'idée qu'en fait ils sont surpuissants, super forts, qu'ils ont des arguments blindés de tous côtés, on avait vu que par un simple constat d'huissier, ils débarquaient des bateaux avec des faux qui étaient grossiers et que quand il y a eu un procès, ils n'ont pas pu résister et ils ont déposé le bilan. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas vivre avec... Ils vivent du rapport de force, ils sont forts pour les F-16. Ils sont forts pour tirer des immeubles entiers en disant on cherche les tunnels. Ça, ils sont très forts pour faire cela. Mais au point de vue du droit, ils sont très mauvais. Et pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'ils le violent. Vous comprenez ce que je veux dire, la logique? C'est-à-dire que si, est-ce qu'Israël viole le droit? Oui, donc ils ne le connaissent pas. Et c'est à nous d'être meilleurs qu'eux, d'appliquer cela. Et franchement, je peux vous dire que les Palestiniens, ils sont extrêmement attachés. Alors, sur les actions qui peuvent être entreprises ou qui sont déjà en cours, je fais un bref petit catalogue. Donc celle qui fait un peu l'actualité et qui objectivement est la pièce maîtresse du dispositif, c'est la procédure devant la Cour pénale internationale. Bon, alors, ce n'est pas forcément la cour la plus connue et il faut un petit peu que je fasse un effort pour vous la vendre, hein, parce que elle a une très mauvaise réputation, elle a toutes sortes de polémiques autour d'elle et elle est définie souvent comme, tu le disais, la cour pour l'Afrique, donc internationale tendance Afrique. Et c'est vrai que quand on regarde les dossiers qui sont en cours à la cour, enfin les dossiers avancés, ils concernent tous la cour de La Haye qui est en train de juger l'Afrique. Voilà. Donc ça pose un petit problème qui peut s'expliquer aussi. Donc c'est déjà une juridiction qui est récente, elle est de 2002 et elle fonctionne réellement le temps d'avoir ses premières affaires qu'en 2004, 2005, 2006. Hein, quand on avait déposé la première plainte en 2008, on avait très peu de jurisprudence, très peu de décisions rendues à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui ont été faites. Et on se promène dans Luxembourg, on voit l'histoire qui est de partout. C'est-à-dire qu'en fait, les institutions existent quand elles ont du temps. Donc, quoi qu'il en soit, on peut taper sur la CPI, mais essayons de la laisser grandir un petit peu. On en parlera mieux ensuite. Bon, il y a un aspect que tout le monde connaît bien, c'est que saisir la justice, c'est toujours un aléa, même pour des affaires simples. Alors quand on dit qu'il faut saisir la justice internationale, au pénal, contre Israël, non, on dit c'est impossible. En fait, si, on peut tout à fait, je vais vous démontrer. Donc il faut oublier ces fantasmes et puis parler des choses réelles, effectives. Donc la Cour est également critiquée parce qu'elle a été maltraitée par le Conseil de sécurité. La Cour pénale est extérieure au système de l'ONU, c'est-à-dire qu'elle a son autonomie, ce n'est pas une cour de l'ONU. C'est les États qui veulent rejoindre, comme Luxembourg l'a fait, et 125 États, je crois, à ce jour, qui ont rejoint la CPI, qui est donc une cour qui concerne les États qui veulent se soumettre à cette cour et protéger leur peuple en se soumettant à cette cour. Mais donc c'est une existence qui est quand même assez récente et certainement qu'avec le temps on verra des évolutions en interne et que pour le moment le bilan n'est quand même pas trop lisible. Et je vous dis, il n'est pas lisible parce qu'il a été maltraité aussi par le Conseil de sécurité. Le traité laisse la possibilité au Conseil de sécurité de lui transférer des affaires alors que les États ne l'ont pas voulu. Bon. Et le Conseil de sécurité en a utilisé deux fois de manière spectaculaire, et donc les gens disent, mais voilà, c'est la Cour qui est partiale. Mais la Cour, c'est pas la Cour, c'est le Conseil de sécurité qui saisit en urgence pour le Soudan, qui saisit en urgence pour la Libye,
et que la Cour est obligée d'instruire le dossier et qui, en Israël, ne s'est toujours pas aperçu qu'il y avait peut-être des crimes de guerre. C'est-à-dire que, vous comprenez, donc, alors après on dit voilà la Cour, sur la Palestine, la Cour pénale en tant que telle ne peut avoir aucune critique parce que la Cour n'a jamais vu le dossier de la Palestine qui est toujours resté au bureau du procureur. Voilà. Donc, j'entends des critiques, la Cour pénale fait rien pour la Palestine, mais si je vous amène le juge de la Cour pénale, ils vont dire mais le dossier ne nous est pas arrivé. Il est resté bloqué chez le procureur, et donc le procureur, c'est pas la Cour. Donc vous voyez, ce sont quand même des choses qu'il faut pouvoir analyser, ou autrement, toute critique est trop large. Alors, évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais on verra bien les questions que vous pouvez savoir. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il faut que je vous explique un peu comment marche cette cour. Donc, il y a 2 cours à La Haye qui parfois peuvent être confondues. Il y en a même 3. Il y a la Cour internationale de justice, qui est ancienne, celle-là, et qui a toute une histoire, pratiquement un siècle, vu qu'elle avait un siècle. Et elle juge les affaires, on va dire, sur un plan étatique de type civil. Voilà. Donc elle n'est pas en cause dans notre affaire. Et donc on ne peut pas confondre la Cour internationale de justice et la Cour pénale. Ce sont 2 choses complètement distinctes. Alors elles sont toutes les 2 à La Haye, elles s'appellent toutes les 2 un peu pareil, mais elles n'ont rien à voir. La Cour pénale ne statue pas au civil, mais au pénal, et elle ne condamne pas les États, mais les personnes. Et elle n'est pas ancienne de 100 ans, elle est effective depuis quelques années. Voilà. Donc pas les confondre, il y a également souvent dit le TPI, alors TPI c'est Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, vu qu'il a eu une grosse activité, mais celui-là il était créé pour un conflit par le Conseil de sécurité, et le TPI, une fois qu'il aura fini les affaires d'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire bientôt, il va fermer bagages, alors que la CPI elle a vocation à durer, voilà. Donc voilà cette cour. Est-ce qu'elle juge un droit, en gros, le droit international, ça serait, on discute de tout? Non, c'est un droit qui est extrêmement précis. Extrêmement précis. Les textes sont parfaitement connus et quand on les étudie, on peut faire cette bibliothèque ici avec les textes de droit international. Donc par exemple, sur les attaques sur les civils, on a énormément de références. Et ce qui est extrêmement intéressant, et là aussi il faut sortir du cliché, c'est que dans le droit international, on reconnaît une donnée particulière avec une force exceptionnelle à la coutume. Bon, je ne connais pas le régime de la coutume en droit du Luxembourg, mais en droit français, la coutume c'est une source complètement annexe qui consiste à dire quand on n'a plus de loi, pas de décret, puis qu'il y a vraiment des usages. Par exemple, vous savez, dans la Dombe, vous connaissez, je viens de la région de Lyon, là c'est les étangs, on a envie d'un, il y a l'autre qui se remplit, qui escutise, alors voilà, c'est la coutume. Voilà. Mais en droit international, c'est l'inverse, la coutume c'est ce qu'il y a de plus haut. Et la coutume, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, il y a des règles de droit international qui sont tellement anciennes, 100 ans, 70 ans, et tellement pratiquées, parce qu'on les trouve pratiquées, reconnues par tant d'États, qu'elles deviennent coutumières. Et donc ces règles s'appliquent en dehors des textes. C'est-à-dire qu'on peut les opposer à des États qui ne ratifient pas les traités. Et donc vous voyez à quel point ça nous intéresse. Voilà. Ce qui veut dire qu'avec l'université de Gaza, on travaille que sur le droit coutumier. Et le droit coutumier, donc c'est pas moi qui l'invente, c'est la Croix-Rouge internationale qui a établi une liste de 160 règles de droit coutumier qui est faite, donc ce sont des règles assez simples qui concernent le sort des prisonniers, les modalités de l'attaque, le type d'armes qu'on peut utiliser, tout ce qui fait ce qu'on appelle le droit de la guerre et maintenant le droit humanitaire, mais avec des données qui sont extrêmement précises. Alors on pourrait par exemple parler de ce fantasme bouclier humain, voilà, en disant en gros on est obligé de tirer dans Gaza parce que les combattants sont à Gaza. Alors Gaza c'est un des plus petits territoires du monde, c'est la plus grande population densité au monde, Gaza. Hein? Et alors, à moins de demander aux combattants de se mettre alors bien à l'écart avec un drapeau, ici c'est moi, vous pouvez me tirer quand vous voulez, je pense qu'il ne faut quand même pas être abruti, surtout que la disproportion est telle, c'est-à-dire que quand vous allez à Gaza, qui est encore une fois une petite bande de terrain, 10 km sur 30, qui était plus grand normalement, mais les Israéliens ont massacré des bandes de terre entières, qui étaient pourtant des terres arables, des massacres soi-disant pour leur sécurité, enfin bref. Et il y a 2 ballons qui sont toujours en l'air,
où il y a donc nos amis israéliens et qui surveillent tout en permanence. Alors, ils vont dire, tiens, Michel a la chemise blanche aujourd'hui, le lendemain, tiens, il a changé de chemise, voilà. Il est passé la soirée là-bas. Alors, ils notent tout. Ils savent tout. Et donc, il faut, si vous voulez avoir une résistance armée, vous êtes bien obligé de vous planquer, d'où les tunnels, d'où se mettre dans... Ou autrement, il y a des camps d'entraînement de Hamas, il y a des camps d'entraînement d'autres groupes. Alors les camps d'entraînement se passent, il y a des domaines qui jouent à l'air, mais ils prennent un risque qui est tout à fait considérable vu qu'ils sont identifiés au moment même, vu qu'à tout moment il y a cette surveillance qui est absolument permanente. Donc la question de qu'est-ce que c'est que bouclier humain, ben, ce n'est pas mon fantasme à moi, ce n'est pas l'analyse que l'autre en fait, c'est d'aller chercher dans ce grand coutumier comment est-ce qu'il y a la possibilité, ou jusqu'où les combattants peuvent aller dans une logique de résistance. Donc pour dire l'exemple le plus clair, ça serait par exemple de prendre une ambulance et à l'intérieur de l'ambulance de mettre des armes pour s'en servir. Bon ben ça c'est illicite, voilà, c'est jugé. Mais en revanche, le fait que l'ambulancier dit je vais là-bas que si j'ai un soldat pour me protéger, parce que ça zigouille, autrement, ça c'est admis. Voilà. Donc en fait, vous trouvez dans le droit humanitaire, c'est pour ça qu'on aime beaucoup l'étudier, c'est que c'est une connaissance scientifique considérable. Le livre de base de la Croix-Rouge qui détaille ces règles doit faire à peu près 500 pages papier, et pour montrer que c'est du droit coutumier, il donne toutes les références que l'on trouve, et ça représente à peu près 5000 pages, rien que de références, c'est-à-dire qu'après vous voulez sortir les références pour trouver les jugements. Donc le premier enseignement qu'il faut avoir avec ce droit sur lequel compte Amira, c'est que c'est un droit qui scientifiquement est parfaitement connu et établi. Voilà. Et que ces références de droit sont appliquées par les tribunaux internationaux. C'est-à-dire que la distinction des civils, l'absence de proportion, le fait de choisir des cibles qui peuvent causer des dommages, etc., le sort des prisonniers, le procès équitable, la restitution des corps, toutes ces questions font l'objet de maintes règles qui sont reconnues et appliquées par les tribunaux. Ils sont appliqués par les tribunaux quand on les saisit. Voilà, c'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est un droit qui est parfaitement établi. Et donc, dans le traité de la Cour pénale internationale, il est assez court. Vous pouvez le regarder, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur Internet, hein, vous allez sur le site de la CPI, il y a marqué les textes, et vous regardez ce que donne le traité. C'est un texte qui est court, alors on dit que ce n'est pas applicable, c'est n'importe quoi, sauf que c'est un texte qui est court, mais qui renvoie à beaucoup de jurisprudence. Et quand les tribunaux internationaux rendent un jugement, c'est vite 100 pages, 200 pages, parce qu'il faut expliquer, reprendre les précédents, et donc je veux vraiment souligner que ce droit est très fort, car très précis. Voilà, on a une dimension scientifique, et les universitaires de Gaza ne perdent pas leur temps à étudier quelque chose qui serait de l'ordre de l'anecdotique ou du non-sérieux. Donc on travaille sur de très bonnes bases avec ce droit international. Donc ensuite, voilà la Cour, voilà le droit et comment on l'applique. Alors, comment la Cour est saisie? La Cour n'a pas de compétence générale, c'est-à-dire qu'il faut un acte pour qu'un État se soumette à la Cour. Bon, c'est la base. Mais il faut bien comprendre comment ça marche, parce que je veux ici répondre d'emblée à quelque chose que j'entends souvent en disant de toute façon Israël n'a pas reconnu la CPI, donc vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc ça évidemment, l'argument, heureusement, ne vaut pas un clou. La démarche, c'est la démarche d'un État qui reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale. Il y a 130 États qui l'ont fait jusqu'à ce jour. Bon, ça veut dire que tous les nationaux de cet État, se trouvent soumis à la juridiction de la Cour s'ils commettent des crimes de guerre. Et c'est donc très clairement le cas des doubles nationaux. Par exemple, imaginons un Français qui aurait également la nationalité israélienne, qui serait dans l'armée et qui participerait à des opérations de guerre. S'il commet des crimes, dans la mesure où la France a ratifié le traité de la Cour pénale internationale, il est redevable de la Cour. Voilà. Alors, ce n'est pas le plus simple à mettre en œuvre, mais ça existe. La compétence la plus facile, la plus pertinente à mettre en œuvre, elle est liée au territoire. Et donc, sur le territoire, qu'est-ce qui est protégé? Ce sont les crimes commis sur le territoire. Donc, la Belgique a ratifié, le Luxembourg a ratifié, quiconque viendrait commettre des crimes de guerre au Luxembourg, même s'il est d'un pays qui n'a pas ratifié, est soumis à la juridiction. Donc revenons à la Palestine. La Palestine, si elle donne compétence à la Cour, Israël ne donnera jamais compétence,
mais les crimes sont commis sur le territoire palestinien, donc quiconque commet des crimes, qui qu'il soit, commet des crimes, relève de la juridiction et peut aller être recherché, et l'enquête peut avoir lieu. Voilà. Alors, pour donner cette compétence à la Cour, et là on entre vraiment dans notre sujet, il y a la voie la plus courante, qui est celle de ratifier le traité. Hein. Donc, en droit international, les États ratifient des traités. Bon. Il faut normalement une démarche assez solennelle qui, pour la Palestine, pourrait être simplifiée vu l'état d'organisation du pays actuellement, mais peu importe. Il y a également une autre possibilité qui est actuellement beaucoup en débat, qui a été créée spécialement pour la Cour pénale, qui consistait à dire, quand ce traité a été organisé, qui est de dire, vu qu'il s'agit de juger les plus grands crimes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont commis par des chefs d'État ou des dirigeants militaires qui violent tout, et, il faut qu'on puisse avoir des moyens efficaces. Bon. Or, l'hypothèse qui était vue, c'était un peuple qui se soulève, un mouvement de libération par exemple, qui renverse un gouvernement dictatorial, et qui, le lendemain, a le problème numéro 1 jugé. Qu'est-ce qu'on fait du chef d'État? Qu'est-ce qu'on fait des principaux militaires? Comment est-ce qu'on peut les juger? Alors qu'évidemment, ils n'ont pas aucun juge sous la main, parce que les juges sont tous de l'Ancien Régime, qui ne peuvent pas réunir un parlement pour ratifier le traité, parce que le pays sera encore plus ou moins en guerre. Voilà, bref, on a mis une procédure particulière dans le traité de la CPI, qui est que, au lieu de passer par la ratification, processus un peu lourd et complexe, le gouvernement peut, par une simple déclaration du gouvernement et même d'un ministre, donner compétence à la Cour, et ça a la même valeur que la ratification. Voilà. Donc ça, évidemment, ça intéresse beaucoup la Palestine, parce que le Parlement est assez difficile à réunir. Quels sont les pouvoirs du président Abbas? Ils peuvent être parfois un peu contestés, mais par contre, il y a toujours la possibilité pour un ministre de donner compétence à la Cour, et la Cour ensuite statue. Voilà. Donc c'est ce qui a été utilisé. Alors ça avait été utilisé en 2009 par le ministre de la Justice, qui s'appelait M. Ali Hassan à l'époque. J'avais travaillé avec lui en 2009. Et la procédure était déjà très bonne en 2009. Hélas, il y a eu ensuite, disons, enfin hélas pour la procédure, il y a eu ensuite des petits changements politiques pour dire qu'il y avait un processus de négociation avec Israël et qu'il ne pourrait pas y avoir de négociation si la plainte était maintenue, en gros. Voilà. Donc la plainte, elle a été mise au frigo, puis au frigo au congélateur à la cave, et puis voilà, on l'a sortie comme cela, par des moyens pas très honorables, mais bon, il y avait des négociations qui devaient se tenir, elles se sont tenues, on avait quel résultat? Et maintenant, donc, il y a eu cette nouvelle opération militaire, et on a réutilisé, au nom du ministre de la Justice, exactement la même procédure que l'on avait fait en 2009. Voilà. Le mandat a été donné par le ministre M. Salim Al-Saka au nom du gouvernement d'union avec le tampon et dans le cadre de ses pouvoirs. Il est exact que, vu le contexte, le ministre a estimé qu'il devait aller au seuil de ce qu'il pouvait faire dans le cadre de ses pouvoirs, et qu'on était quand même le 25 juillet, hein, c'est-à-dire que c'était la période la plus intense d'attaque, et qu'il était, d'abord, lui, étant de Gaza, il n'a aucune possibilité de mouvement, alors on dit qu'il faut réunir le gouvernement, comment je le réunis, je ne peux pas, et puis c'était illusoire par rapport au fait que on n'avait pas, le contact se faisait par intermédiaire, il était, tous les ministres sont ciblés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas téléphoner directement parce que leur téléphone serait repéré, enfin bon, c'est tout ce genre de mesures, ce qui fait qu'il a pris l'initiative de lui-même et qu'après il y a eu un petit coup de chaud dans le gouvernement parce qu'il n'y a pas eu de délibération collective dans le gouvernement. Bon, alors ça a amené une réaction du ministre des Affaires étrangères qui n'était pas très heureuse, qui était allée voir la procureure pour lui dire « mais je ne sais pas ce que c'est ça, mais le gouvernement n'a pas délibéré là-dessus ». Et la procureure, le 5 août, a rendu une décision en disant qu'elle ne s'estimait pas saisie parce que la déclaration du ministre était isolée. Enfin bon, c'est ce qu'elle voulait dire, puis finalement c'était trop compliqué à dire, alors elle a inventé quelque chose en disant qu'on visait une déclaration de 2009 où on avait donné compétence à la Cour, mais qu'en novembre 2012, la Palestine avait rejoint l'Assemblée générale de l'ONU comme État observateur et que donc la Palestine avait changé de régime juridique.
Donc on pouvait plus se référer à 2009 parce que c'était plus valable. Bon, alors, il y a qui a pu soutenir ce point de vue. Je veux vous dire que quand on a fait cette plainte qui a été travaillée avec d'excellents juristes comme Michel et relue par le professeur Alain Paulet, qui est un grand patron du droit international en France, qui m'autorise chaque fois à pouvoir faire état de son intervention au soutien de cette plainte et avec tout son appui pour cette procédure. Il y a eu 130 professeurs de droit international qui ont signé un texte en disant que c'est comme cela qu'il fallait faire. Donc voilà, et la procureure, un peu pour sauver la mise, elle trouve cet argument. Bon, la reconnaissance à l'Assemblée générale, c'était pas rien, je suis d'accord, mais c'est déjà même pas état, enfin bon, peu importe. Mais ça ne change pas la nature juridique de la Palestine. La nature juridique de la Palestine, elle est liée à son histoire, dont on peut éventuellement en reparler. Elle est liée au fait qu'il y a un peuple, qu'il y a un territoire, qu'il y a une organisation, et que même Israël reconnaît que c'est un peuple qui ne lui appartient pas, vu qu'il traite les affaires par le ministère des Affaires étrangères, par le ministère de la Défense. Donc il annexe certains territoires, mais il y a une partie qu'il n'annexe pas. Donc il y a une souveraineté palestinienne qui est reconnue même par la puissance occupante. Voilà. Donc il y avait une logique d'État et c'est sur cette base que la déclaration de compétence elle est faite et qu'elle était entièrement recevable et que le fait de novembre 2012, bon, en novembre 2012, il y a eu un vote de l'Assemblée générale qui signifiait que 10 États ont changé d'avis, ils disaient non ou ils s'abstenaient, ils ont dit oui, mais ça ne change pas l'histoire, le vécu de la Palestine. Donc l'argument de la procureure était faible, objectivement c'était une manière de botter en touche. Vu que ça ne remet pas en cause la plainte elle-même, c'est de dire redonnez-moi compétence correctement pour que je puisse prendre la plainte. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, alors maintenant, il y a discussion. Sur le moment, en Palestine, ça fait chaud. Hein, donc, c'était le 5, mardi 5. Il y a eu des mouvements d'incompréhension en Cisjordanie, à Gaza, sur cette visite du ministre des Affaires étrangères, qui bon, était objectivement malheureuse, hein, c'est comme cela, je ne vais pas en dire plus. Le 9, qui était un vendredi, donc jour important, il y a eu plusieurs événements, notamment une déclaration du ministre, donc cette fois-ci il y a eu que collaboration dans le gouvernement, le ministre de la Justice disant c'est moi qui ai déposé plainte, je suis le seul à pouvoir la retirer éventuellement ou en faire quelque chose, donc la plainte elle reste et on va discuter avec la procureure. Et il y a eu dans l'après-midi une déclaration du cabinet de Abbas en disant le ministre de la Justice est le seul qui est compétent. Voilà. Donc depuis un certain équilibre s'est fait sur ce plan, donc la plainte elle reste et on est simplement à discuter de la modalité pour donner compétence. Alors ici il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, donc cette plainte a eu beaucoup de vertus, c'est-à-dire qu'il y a à ce jour, et ça c'est entièrement nouveau, un consensus de toutes les forces politiques palestiniennes, toutes, pour ratifier le traité de la CPI et que le plus tôt possible l'enquête soit ouverte. Voilà. Et ça, c'est un acquis dans la mesure où nous avions le même débat depuis 2009 et qu'on n'y arrivait jamais, notamment sur l'idée de ne pas déposer plainte, de ne pas engager la procédure pour préserver l'adversaire et préserver le grand frère, les États-Unis. Oui, je vais juste vous interrompre, c'est vraiment une question de détail, c'est ce que vous venez de dire. Est-ce que le ministre de la Justice, c'est une question de parti? Est-ce que le ministre de la Justice était de Hamas et Oui. le ministre des Affaires étrangères du Fatah? Est-ce que c'est le cas? Non, alors, oui, bien sûr. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que l'appartenance politique des ministres a joué? Bon, le gouvernement d'union ne comprend pas de personnalités qui sont membres directement des partis politiques. C'est l'accord qui avait été passé. En même temps, il y a certaines affinités. Il se trouve que le ministre de la Justice est un avocat qui travaille à Gaza, qui a été nommé parce qu'il a beaucoup de qualités et qui sont appréciées. Donc il est forcément compatible avec le Hamas, qui est quand même plutôt puissant à Gaza. Voilà. Mais c'est difficile d'en dire plus, si ce n'est de dire qu'il y a une comptabilité objective. Et Malki est incontestablement plutôt lié au Fatah. Ça, c'est certain. Ensuite, bon, Abbas dit qu'il faut qu'il y ait un consensus. Alors, le consensus a été établi.
il y a eu dans un premier temps des petites réticences parce que le Hamas avait fait des déclarations en disant nous on est pour, mais il refusait de signer. Et il avait un point de vue qui n'était pas illogique. Le djihad islamique aussi, qui sont les deux groupes de résistance armée importants à Gaza, enfin présents à Gaza mais également présents en Cisjordanie évidemment, et qui disaient mais on est des partis politiques, on ne nous a jamais demandé de signer quoi que ce soit depuis 10 ans, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on signe cette fois-ci? Et pourquoi pour un acte international on demande à des partis politiques de signer? Alors il y a eu une espèce de discussion et puis on commençait à voir, voilà, le Hamas n'en veut pas parce qu'il va être le premier objet de la procédure, donc ils ont signé. Et Djihad islamique a signé, FPLP a signé, Fatah a signé, tout le monde a signé. Voilà. Donc maintenant c'est tout à fait clair que tous les partis politiques soutiennent l'initiative de la procédure devant la Cour pénale internationale, tous. J'étais la semaine dernière, mardi, à Tunis, où il y avait un important colloque pour traiter de ces questions. Il y avait deux grands responsables du Hamas, deux grands responsables du Fatah, qui étaient toujours côte à côte comme des frères. Ça n'empêche pas les différences politiques aiguës qu'il y a entre eux, mais ils étaient tout à fait tout ensemble et ça discutait. Le responsable de la délégation qui avait négocié le cessez-le-feu au Caire était présent et qui est donc un très proche collaborateur de Abbas. Il a pris position publiquement lors de l'ouverture du congrès et de manière à ce que ça soit entendu et que tout le monde l'applaudisse en disant maintenant il faut saisir la CPI, c'est le moment de la rejoindre, il faut que les crimes soient jugés et on ne lâchera pas. Les dirigeants du Hamas ont pris position exactement dans le même sens. Monsieur Marzouki, qui est donc le président de la République de Tunisie, dans son propos, a dit qu'il rentrait de l'Assemblée générale de l'ONU, où il s'était croisé, il avait croisé Abbas, et il a dit qu'il était autorisé à reproduire le propos d'Abbas, lui disant oui, la Palestine va rejoindre la CPI et va donner compétence à la Cour. Voilà. Donc il reste encore un certain nombre de choses. Ça pourrait être fait hier, ça aurait pu être fait il y a 15 jours, ça aurait pu être fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Il faut quand même voir tout le chemin qui a été fait et je pense qu'on n'en est jamais le plus proche et qu'en l'état actuel, c'est vraiment l'hypothèse dominante. On sait par ailleurs que dans l'opinion palestinienne, c'est un sujet qui fait consensus total, c'est-à-dire que dans les sondages, les solutions, Antifada ou quoi que ce soit, c'est la CPI qui sort à 85% dans les sondages. Et ça répond à une idée simple, qui est l'idée d'Amira. S'il y a un crime et qu'il y a un tribunal, il faut le saisir. Voilà. Auparavant, il n'y avait pas de tribunal, maintenant il y en a un, donc il faut y aller. Voilà. Les autres ne donnent que des hypothèses beaucoup plus compliquées. Donc voilà, le consensus en est quand même là sur ce plan. Alors, disons, quand est-ce que ça va se faire? Je dirais le plus tôt possible. Alors on voit que du côté de la haute direction palestinienne, il y a toujours l'idée qu'on peut peut-être obtenir des choses en disant donnez-moi ça ou je vais saisir la CPI, mais il ne vient rien pour le moment. Son discours à l'ONU a été jugé provocateur et irrecevable par les États-Unis. Moi, je vois quand même, donc je m'abstiens évidemment de toute critique, vu ma posture dans cette affaire nommée par le ministre, mais objectivement, il y a quand même un tropisme des dirigeants palestiniens sur les États-Unis qui est quand même un peu problématique, hein, bon, que tout le monde peut voir, hein, mais que vous avez vu quand c'est le vote sur l'État, le seul qui bloque la reconnaissance d'État, c'est Obama, en disant jamais, voilà, puis son frère Netanyahou lui disant je te remercie, tu m'as bien arrangé sur ce coup, et quand ensuite il faut faire les négociations, ils prennent des négociations organisées par les États-Unis, quoi, voilà, donc avec même pas un État observateur européen, hein, bon, donc il y a quand même vraiment un problème sur ce plan, et il faut bien que vous compreniez aussi une chose, c'est que les États-Unis se disent, mais ce qu'ils sont en train de faire à Israël, un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va nous le faire. Et vous comprenez, c'est-à-dire faire une déclaration de compétence avec effet rétroactif, ils se disent si c'est reconnu pour Israël, demain un nouveau dirigeant irakien va dire mais dis donc tous les massacres que vous avez faits avec des centaines de milliers de morts et de destruction et de pillage sur un motif complètement fallacieux, vous êtes venu envahir un pays, hein, parce que le problème fondamental c'est qu'un État ne peut pas conquérir le territoire d'un autre par la force. Si vous avez un mandat de l'ONU donné dans le cadre du chapitre sur la protection de la paix, c'est possible et dans la limite du mandat, mais pour le reste, Bonaparte qui part conquérir l'Europe et aller, ça c'est fini. Hein, donc les États-Unis n'ont aucun droit d'être allés en Irak, absolument aucun. Et donc les États-Unis font pression pour défendre les frères israéliens, mais ils font pression surtout pour eux.
Parce qu'ils font, et dans le même temps, c'est qu'ils font signer des accords à tous les États, il y a une centaine d'accords qu'ils ont fait signer, en disant vous vous engagez par un contrat à jamais déposer plainte contre nous. Alors, qu'est-ce que valent ces accords? On aura le temps de voir par la suite, mais il y a une idée que les États-Unis resteraient un territoire de droit. Non, c'est un droit clanique, c'est un droit tribal, qui refuse toute logique du droit international. C'est-à-dire que, comme la Corée, les États-Unis refusent de signer le pacte international des droits civils, refusent le comité des droits de l'homme, refusent la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, moi, la garantie que le Luxembourg respecte le droit, c'est qu'ils ont pris des engagements internationaux en disant si je me trompe, je me ferai rectifier. Alors que les États-Unis refusent absolument tout. Et quand il y a la CPI, ils refusent de la signer et ils font signer des accords à tous les pays en disant vous ne m'attaquerez jamais devant. Donc, qui est-ce qui a peur du gendarme? Voilà, hein, c'est un problème qui est lourd. Donc, la CPI, elle a des enjeux pour la Palestine, mais elle a des enjeux qui vont beaucoup plus loin. Et donc, il faut bien voir que le débat qu'il y a actuellement sur la recevabilité, est-ce qu'on va signer comme ceci ou comme cela, et le temps que prend le gouvernement palestinien pour se prononcer, renvoie effectivement à des effets démultiplicateurs qui sont beaucoup plus lourds. Voilà. Alors, on en reparlera. Je vous fais plus rapidement deux autres volets, très rapidement même, qui c'est la question du droit économique européen et puis des prisonniers. Sur le droit économique européen, là, on a vraiment les coups des franches. La seule chose qui nous manque pour le moment, c'est les mandats. Et de ce point de vue-là, l'autorité, enfin les dirigeants politiques de Palestine n'étaient pas sur cette logique de faire des procès. Voilà. Donc, je dirais que je le regrette d'autant plus que le cabinet a été mandaté par d'autres mouvements, notamment par exemple le Front Polisario, qui a une force politique et une assise juridique beaucoup plus faible et qui pourtant attaque des accords européens. Et que je constate que ces accords européens malmenés, ces produits qui viennent, enfin toutes les questions que vous connaissez si bien, ne sont pas attaquées par les dirigeants palestiniens. Donc de ce point de vue-là, c'est un fait, chacun peut le voir. Voilà, c'est ainsi. Mais il reste que les évolutions peuvent se faire aussi, des initiatives peuvent venir des syndicats, des groupes agricoles. Ce que je peux dire, moi, comme cela, hein, c'est que d'un point de vue pragmatique, les colonies qui sont toutes illégales, hein, ça c'est absolument certain, vu que les colonies, on est tout à fait dans l'idée de conquérir un territoire par la force, et ça, le droit ne peut jamais l'accepter. Voilà, c'est les transferts de population, les guerres de conquête, c'est impossible. Bon, donc les colonies sont toutes absolument illégales. Or, ces colonies ne tiennent que parce qu'il y a des entreprises européennes qui investissent et que parce que les productions qu'elles ont arrivent sur le marché européen. Donc, je précise mon propos, il n'y a pas que l'Europe. Il n'y a pas que l'Europe, mais l'Europe est indispensable, de la même manière qu'une entreprise ou le Luxembourg, qui perdrait le tiers de ses rentrées fiscales et le tiers de ses entreprises, il serait en très grande difficulté. Un hôpital qui perdrait le tiers de ses services, ça serait le bazar. Un cabinet d'avocats qui perdrait le tiers de ses dossiers, il ne tient pas le coup. Voilà. Donc la part européenne pour les investissements et pour les débouchés est essentielle pour la vie des colonies, notamment sur des secteurs tels que les assurances, les banques, les sociétés de services, amener l'eau, l'électricité, gérer les poubelles et ce genre de choses. Bon. Et de ce point de vue, il est clair que les entreprises qui sont présentes dans les colonies, pour y faire des affaires, pour y rendre des services, sont dans situation illégale, dans la mesure où elles obtiennent des autorisations d'exercice qui sont données par une autorité Israël qui n'est pas chez elle. Voilà. C'est-à-dire que si je veux faire des affaires au Luxembourg, je vais demander aux autorités du Grand-Duché. Et je ne vais pas demander à la France. Bon, et si la France me donne une autorisation de m'installer comme avocat au Luxembourg, on va la faire sauter en 2 minutes en disant mais elle vaut rien, parce que c'est fait de l'autre côté de la frontière. Bon, donc juridiquement, toutes les entreprises qui vont s'installer là-bas sont dans l'illégalité. Hélas, 1000 fois hélas, les dirigeants palestiniens n'ont jamais voulu se saisir de ce droit-là. Les syndicats commencent à y songer. Pour vous dire que l'efficacité du droit international, un syndicat agricole palestinien pourrait mandater un avocat français pour faire un procès directement en France, à l'arrivée du bateau, et faire bloquer les produits qui viennent avec des certificats d'origine.
C'est-à-dire qu'on pourrait faire juger que les violations du droit sont commises en Cisjordanie et que la sanction du droit est faite en France. Et directement par des syndicats agricoles. C'est-à-dire que s'il y a des ONG qui viennent donner un coup de main, des associations politiques ou un syndicat agricole, ça serait très bien. Mais cette possibilité existe là. Voilà. Alors, on en discute beaucoup. Il y a des choses qui ne sont pas simples à mettre en place, notamment, vous savez, la fragilité de l'économie palestinienne, avec les territoires découpés, la colonisation, les barrières fiscales, etc., etc. Et il faut toujours mesurer le contre-coup économique qu'il peut y avoir, même de manière vexatoire contre tel ou tel. C'est-à-dire que tu me fais un procès, et cet agriculteur qui, à la limite, n'est même pas concerné, on lui prend plus. C'est-à-dire qu'il y a une notion de dépendance, donc il faut un peu de prudence pour monter l'affaire bien comme il faut. Mais à terme, là aussi, ces procès se feront et donc on arrivera à ce que les violations du droit qui sont commises là-bas soient sanctionnées ici et que les entreprises qui participent à ce genre d'opération rendent des comptes, ce qui est absolument normal. Si elles veulent travailler en Palestine, elles sont les bienvenues. Tous les grands groupes, c'est ce que disent les dirigeants palestiniens, tous les grands groupes, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, dans les services, tous les grands groupes sont bienvenus en Palestine, qui viennent investir, tout va très bien, mais ils demandent à la Palestine, qui est un gouvernement, et ils ne demandent pas à Israël, qui n'a rien à faire sur les territoires. Voilà. Et donc ce sont des choses qui se feront. Pour ce qui est des prisonniers, là aussi, on a pas mal de travail qui est avancé. L'un des points est qu'on les appelle prisonniers comme si ils avaient commis des faits, des petits voyous, quoi, hein, bon, alors qu'en fait ce sont des prisonniers résistants, à 99%, en tout cas ceux dont on parle, et que leur régime de jugement est prévu par le droit international humanitaire et la Cour pénale internationale et tous ces longs développements, c'est-à-dire que si on prend le chapitre sur les règles du procès pour juger la résistance armée, il y en a des pages, des pages et des pages et des pages sur ce qui peut être fait ou non. Et notamment, il y a une donnée qui est basique pour prendre simplement la première règle. J'en même en prendre deux. La première règle, c'est qu'on ne torture pas. Voilà, alors ils sont tous torturés. Voilà, donc déjà, ça c'est une chose. Et puis la deuxième est que la puissance occupante peut juger les ressortissants de la puissance occupée, à condition de le faire sur le territoire occupé. Et que le transfert des prisonniers sur le territoire est un crime de guerre en tant que tel. Voilà, c'est défini par les textes. C'est-à-dire que tous ceux qui sont jugés ont tous été jugés en Israël. Donc déjà, tous les jugements sont illégaux. Et, pas seulement illégaux, constitutifs de crimes. Donc il y a des plaintes à déposer contre le ministre de la Justice ou le ministre de la Défense, vu que ce sont en plus des tribunaux militaires et que les civils ne peuvent pas être jugés par des tribunaux militaires. Vous ajoutez toutes les privations, la torture, etc., etc. Voilà, donc on en parle. Là où on a peut-être une opportunité, c'est que la France a un régime de compétence universelle sur la torture. Ce que l'on retrouve, et ça fait partie de nos petites joies de juristes, c'est que ce droit a été inventé et mis en place pour aller persécuter ceux de l'autre côté de la Méditerranée, quoi, je dirais. Et effectivement, la jurisprudence a joué pour Tunisiens, pour Mauritaniens, pour ceci, sauf que la jurisprudence, elle est faite maintenant et qu'on dispose d'excellentes procédures qu'on demande juste à appliquer pour tout le monde, vu que la même loi doit pouvoir s'appliquer pour tous. Et je pense qu'on y arrivera à convaincre de l'engagement de procédures contre le traitement inhumain, du fait du traitement inhumain et dégradant, donc qualifié de torture, devant le tribunal de grande instance de Paris, visant des responsables ministériels israéliens. En tout cas, c'est extrêmement avancé, et ils surveillent ça de très près, vu qu'il y a eu un cas où il y a eu une conférence, c'était assez rigolo, parce que en fait, c'est une réunion de travail. Et puis on avait vraiment évoqué ça, puis ça avait un peu fuité, enfin il y avait des petits échos dans la presse, et il y avait, vous savez, le salon du Bourget, c'est le salon de l'armement, quoi. Et Barak, qui était le ministre de la Défense, avait renoncé à venir, alors qu'on était vraiment loin, je peux vous garantir, de faire partir le procès qui n'était pas prêt. Et donc la presse israélienne téléphonait, nous demandait des interviews. Pourquoi vous voulez une interview pour nous tirer des tuyaux? C'était voilà. Donc en fait, vous voyez, ce sont des actions efficaces qui peuvent être mises en cause. Voilà, j'ai fini. On va venir aux questions. Je vous dirai juste un petit mot que le droit faut utiliser dans tous les angles, et notamment pour ce qui est de la reconstruction également, les projets qui sont discutés
avec les Palestiniens, c'est d'utiliser toujours ce droit international, qu'il n'y a que des qualités, si on sait s'en servir, et donc d'ajouter dans tous les investissements significatifs palestiniens un petit pourcentage de droit international pour que le bien soit toujours palestinien et autre chose, et que s'il est détruit, ça donnerait compétence à l'autre territoire. Voilà. Donc on va prendre un schéma qui serait de reconstruire le port de Gaza et d'y installer une grande grue. Eh bien, cette grue, on trouverait le système juridique par une copropriété, un bail, une indivision, une réserve de propriété, ce que l'on voudra, et elle serait à 97%, 95% palestinienne et à 5% française. Et les 5%, ça serait une société d'investissement qui, d'ailleurs, serait sans doute contrôlée par des Palestiniens, pour que ce ne soit pas colonialiste, mais elle serait de droit français, immatriculée au registre de commerce de Paris. Et donc, si elle est bombardée, c'est donc un bien français qui est atteint et qui pourrait déposer plainte le lendemain sans avoir à aller se prendre la tête avec la CPI et tous ces délices politico, juridiques, diplomatiques, etc. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Alors, le temps des questions. J'ai une toute petite question par rapport à la dernière chose que vous venez de dire. C'est parce qu'il n'y avait pas ce pourcentage, 1, 2, 5% de participation étrangère dans les... Non, c'est pas ça. Quand on a créé le port de Gaza, l'aéroport de Gaza, etc., et qu'Israël a tout détruit, on a dit, mais pourquoi l'Europe ne réclame pas? Et il m'a été répondu, ah ben une fois que c'est donné, c'est fini. Voilà. Tandis que ce que vous venez de dire maintenant me paraît vachement intéressant. Merci. Voilà. Vous avez tout compris, et eux aussi. Donc après, il faut le mettre en place avec le droit qui est là-bas et trouver des bonnes structures. Mais ensuite, il y aura sur chaque... Enfin, l'idée, c'est presque sur chaque bâtiment, il y a un petit drapeau, quoi. Là, les 5%, c'est italien, donc mets la bombe et tu as le procès à Rome demain, là, et ainsi de suite, quoi. Pour poursuivre oui, il y avait deux questions. Oui. Après l'opération de plomb Murcie, il y a un Sud-Africain, M. Goldstone. Goldstone, oui, qui a établi un rapport très critique contre Israël, mais après, il s'est rétracté. C'est donc une pression internationale américaine, israélienne, qui l'ont obligé à se rétracter. Est-ce que vous savez quelque chose parce que là, on voit bien l'attitude de ces deux pays qui n'admettent aucune critique. Oui. Et pourtant, lui, c'était un juriste international et il a dit la vérité, mais après, on l'a fait se rétracter. Alors, donc c'est la question du rapport Goldstone, qui était effectivement un excellent document, toujours disponible, et le rapporteur ensuite a fait des déclarations disant qu'en fait ses conclusions étaient pas si nettes et qu'il voulait revenir dessus. Bon, mais alors, pour situer le rapport Goldstone, c'est pas la procédure à la Cour pénale internationale, c'est ce qu'on appelle les fact-finding missions, c'est-à-dire que c'est le Conseil des droits de l'homme de Genève, qui est donc un appendice de l'Assemblée générale, qui a désigné une mission de 5 personnes ou 4 personnes en disant rendez-vous sur place et tout ce qu'on entend, faites-nous un rapport pour savoir si les faits existent ou non. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment une pièce de procédure, c'est une pièce de recherche d'établissement de faits et de conclusion, mais effectivement que ce rapport, donc M. Goldstone est un juriste, il a été procureur au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, donc il connaît un peu le sujet, et les 3 autres personnes qui étaient avec lui étaient également des juristes de très haut niveau et expérimentés à cette pratique. Donc le rapport
rapport a été ordonné en septembre, il a été, non, au mois de mars, il a été donné, il a été publié en septembre. Et dès qu'il a été publié, ça a été des polémiques tous azimuts parce qu'il était accablant. Et pourquoi est-ce qu'il était accablant? Parce que les faits sont là. C'est-à-dire que, et encore, c'était un rapport de 400 pages, il aurait pu en mettre 4000, hein, parce que je vous ai raconté un mirage, je peux vous en raconter des centaines comme cela. Et également des faits qui peuvent paraître plus anecdotiques, mais qui sont comme par exemple, moi je le trouve très symbolique, des troupeaux de vaches qui ont été fusillés. Bon, donc les vaches comme agents terroristes ou comme organes de combat, hein, c'est quand même un peu limite, mais en revanche, pour affamer un peuple et le ruiner, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que ce n'est pas de la cruauté sur les animaux, c'est le fait, c'est vraiment l'idée de crime contre l'humanité qui était d'attaquer tous les grands poulaillers, tout ce qui faisait de l'alimentation, hein, et défoncer les terres. Pourquoi on défonce des terres arables si c'est... Bon, voilà. Donc, le rapport était effectivement très, très ferme, et puis il faisait un certain nombre de conclusions, et il évoquait notamment la Cour pénale internationale. Bon, ensuite, M. Golson a fait des déclarations un peu plus tard, en disant oui mais j'ai écrit ça mais je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit, bon donc voilà c'est des pressions, d'autant plus que le lendemain ou l'après-midi même les trois autres qui avaient rédigé avec lui disent c'est n'importe quoi ce qu'on a écrit est confirmé, et puis il y a eu lui, il y a eu le rapport d'Amnesty, il y a eu le rapport de ceci, le rapport de cela, et puis il suffisait de voir. Donc oui les pressions elles existent. Ce qui est un peu dommage c'est que sur la période de plomb durci, donc décembre 2008 et janvier 2009, il aurait déjà été possible de saisir la Cour pénale internationale. On l'avait fait, mais il aurait été possible qu'elle statue. Bon, et hélas, je dis hélas, hein, parce que les négociations n'ont absolument rien donné, et au titre de ces négociations, la procédure a été marginalisée, comme j'ai expliqué, comme je pourrais le détailler. Donc après, le rapport, il est un peu comme cela dans l'air, il ne sert plus à grand-chose. Mais si la Cour avait pu donner suite à l'époque, je pense que le rapport n'aurait été moins critiqué parce que la procédure avançait. En attendant, ce qui est sûr, c'est que les pressions, elles existent hein, dans ces affaires, elles sont évidemment très fortes. Écoutez, je pense que personne n'est obligé de s'avancer sur ces terrains, mais que quand on le fait, il faut assumer. Voilà. Donc, c'est vrai que l'attitude de M. Golson avait quand même beaucoup surpris. Alors, il y a deux questions, Michel et Denis. D'accord. Vous avez parlé d'entreprises qui investissent dans les territoires palestiniens. Certaines de ces entreprises, et on peut en citer je ne sais combien, sont aussi présentes au Luxembourg. Alors, nous, citoyens luxembourgeois, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Et quel genre de choses on aurait à faire par rapport à ces entreprises qui sont hébergées ici au Luxembourg et qui pourtant participent à l'occupation et à la colonisation? Je prends l'exemple tout simple d'une entreprise qui est partout ici tout autour de nous, G4S, G4S. La banque Apoalim a aussi un siège ici à Luxembourg. La banque Leucélie a aussi un siège à Luxembourg. Ce sont des banques qui sont impliquées directement dans les prêts pour la construction des logements dans les colonies israéliennes. Alors, bon, Caterpillar, il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là comme moyen d'action à nous, citoyens? C'est les procédures ouvertes aux citoyens contre les groupes qui ont des fortes attaches au Luxembourg. Voilà. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est est-ce que et quand le gouvernement de Palestine réuni va donner la compétence à la Cour pénale internationale? Vu que si c'est fait, ça va simplifier beaucoup de choses. Et notamment, tous ces grands groupes vont être considérablement fragilisés. Et objectivement, ça va aller beaucoup plus vite contre ces grands groupes que même contre le cadre pénal d'aller rechercher les militaires, etc. Et ils sont beaucoup moins protégés, ils sont moins exposés, ils sont moins investis. Donc ça simplifierait tout.
Et la Cour pénale peut être saisie par toute personne. Bon, mais c'est vrai que des pétitions de citoyens qui arrivent au bureau du procureur, vous pouvez les faire. Hein, l'article 15.1 le permet, mais je ne peux pas vous dire que ce serait beaucoup d'efficacité. Bon, voilà. Mais maintenant, ça serait quand même, ça doperait considérablement le dossier si tous les territoires palestiniens, depuis 2002, étaient placés sous la protection de la Cour, vu que celui la compagnie d'assurance qui assure le bus transportant les prisonniers est complice de crimes de guerre. Voilà. Donc on leur écrit, ben, ça va vite leur monter au cerveau. Voilà. Bon. Ensuite, donc en l'état actuel, c'est un peu délicat de répondre parce qu'il faudrait bien connaître le droit luxembourgeois, qu'évidemment je ne connais absolument pas, et je sais que vous avez des avocats parfaitement à l'aise sur ces questions. Mais on retrouve nécessairement des implications juridiques, soit au civil, soit au pénal, soit peut-être aux deux, sur la complicité ou la coaction de crimes de guerre. Alors je suis prudent sur le droit luxembourgeois parce que dans le droit français, c'est devenu effectif que depuis 2010. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, la loi ne le sanctionnait pas directement en droit français. Donc il faudrait voir où on en est exactement. Après, il faut trouver les moyens, il faut faire des études, mais là, c'est un travail très précis à faire avec les avocats et les militants, main dans la main, parce qu'il faut établir aussi quelle est la structure juridique des groupes. Est-ce qu'ils interviennent directement? Est-ce qu'ils ont des filières? Jusqu'où jouent les filières? En sachant que quand on va au pénal, le juge est bien en mesure de comprendre que quand on fait des filières factices, parce que ça serait G4S qui serait à 100% avec ou 99% et qui contrôlerait tous les mêmes dirigeants, le même siège, mais qu'on a créé une filiale spéciale pour faire cela, le juge pénal peut revenir dessus. Voilà. Donc là, je crois qu'il faudrait, si c'est à vous de voir quels sont les groupes à cibler, quelles sont leurs structures juridiques et ensuite qu'est-ce qui peut être fait avec les avocats. Bon, juste un point complémentaire. Les Palestiniens sont très attentifs à tout ce que l'on peut faire ici, c'est-à-dire que même une réunion comme celle-là, eh bien, ils auront l'information, pas plus tard que demain, parce qu'on va échanger des petits mails et ça se répand et ils y sont extrêmement sensibles, et qu'ils sont extrêmement sensibles à de petites victoires judiciaires, c'est-à-dire que quand on a obtenu la décision qui nous permettait de faire une descente et de contrôler les douanes, mais pour les agriculteurs, c'était vraiment quelque chose qui compte, vous comprenez, voilà. Ce qui veut dire que vous pouvez peut-être imaginer en droit luxembourgeois, avant de faire une procédure qui vraiment serait la procédure de condamnation au civil ou au pénal, des procédures dites préparatoires pour obtenir les contrats, obtenir les titres, savoir qui donne l'autorisation. Et ça, c'est des procédures qui peuvent venir assez facilement et qui peuvent donner des premières victoires symboliques intéressantes et montrant à la partie adverse qu'elle n'est pas si forte que ça. En disant que l'État luxembourgeois lui-même, la Banque européenne d'investissement, la Cour européenne de justice, qui est ici à Luxembourg, et beaucoup d'institutions européennes sont protégées par G4S. Que je sais qu'il y a protégé et surveillé. Il y a une campagne qui est en cours. Oui. Que je crois effectivement qu'il y a des choses à faire aussi au niveau politique. Nous sommes en contact avec le ministère des bâtiments publics, puisque beaucoup de bâtiments publics ici au Luxembourg sont protégés, surveillés par G4S. Oui. Alors, vous avez fourni ce soir des informations très utiles, très intéressantes sur la Cour pénale internationale, surtout au niveau de la saisine et des procédures ultérieures. Mais la question que je me pose au niveau de l'exécution des arrêts de cette Cour, quelles peuvent être les suites d'un arrêt de la Cour pénale internationale contre un ressortissant israélien si l'État israélien ne reconnaît aucune compétence à cette Cour? Alors, sur l'exécution des arrêts de la Cour pénale internationale, là, vous nous projetez projetez dans le futur, hein, parce que le temps que la procédure se fasse, il y aurait vraiment beaucoup de temps, mais c'est important d'en parler.
Voilà. Mais je veux quand même bien souligner sur cette distance et le fait que, je vous ai dit, nous vivons cette époque où le droit entre dans un processus de sanction en passant d'un droit proclamé à un droit qui devient effectif. Bon, c'est en train de se faire et on n'a pas les réponses à tout, mais c'est en train de se faire. Et dans ce processus, ce que je dois vous dire comme avocat, travaillant au plus près possible avec les Palestiniens, c'est que avant de songer à l'arrestation, mais je vais répondre à votre question, avant de songer à l'arrestation, il faut comprendre que toute étape est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, la déclaration de compétence du ministre est en train de bloquer tout le système. Elle a amené tous les groupes politiques palestiniens à se prononcer. On voit les États-Unis qui sont en train de se fâcher. Voilà, l'Europe ne sait plus où elle en est parce qu'elle a tout ratifié, la CPI, et puis elle veut bloquer l'arrivée de la Palestine. Donc, et le fait, voilà, donc si un jour on arrive à ce que le consensus soit assez fort pour que le président palestinien puisse faire une déclaration de compétence où aller, vous aurez déjà fait un pas qui sera évidemment extrêmement important. Ensuite, cette déclaration en fait, il faudra qu'elle soit validée par la Cour. Donc on aura le passage du dossier du bureau du procureur à la Cour. Et pour la première fois, le dossier de Palestine viendra devant une cour internationale. Ça devrait être fait depuis 70 ans, mais on y arriverait à ce moment-là. Et là, ça poserait tout de suite des problèmes qui sont vis-à-vis d'Israël. Est-ce qu'ils participent au procès ou non? Vous voyez, qui seraient des questions extrêmement lourdes. Parce qu'ils peuvent dire c'est une justice de rigolo, c'est n'importe quoi. Et bien dans ce cas, on y va et nous, on n'a que nos arguments. Ou alors, ils viennent se défendre, mais à ce moment-là, ils rentrent quand même dans le système et leurs arguments, on va voir leur force. C'est-à-dire que je veux vraiment souligner par rapport à un certain dépit qu'il peut y avoir vis-à-vis de la justice, que toute étape dans la procédure a des implications extrêmement fortes. S'il y a une ratification qui est faite, le lendemain, il y a 15 courriers qui partent à G4S et à tous ces grands groupes en leur disant maintenant, vous êtes comptable de tout, donc rectifiez votre point de vue parce que ça va être chaud autrement, vous comprenez, voilà. Alors ensuite, sur exécuter les arrêts, la Cour pénale, dans sa structure actuelle, n'a pas de police. Donc elle ne peut pas envoyer quelqu'un pour l'arrêter et par ailleurs elle est tenue par la souveraineté des États. Donc il est clair qu'un responsable de tel pays que ce soit, Israël ou un autre, qui n'aurait pas ratifié le traité et qui dit « vous m'avez condamné mais j'en ai rien à fiche, je reste chez moi », ben, tant qu'il prend l'avion en passant sur des espaces aériens contrôlés par des pays frères ou qu'on s'en aperçoit pas ou qu'il reste chez lui, eh bien il ne peut pas être arrêté. Voilà. Alors il n'en reste pas moins que ça se traduit en pratique par une interdiction de déplacement. Qui est quand même quelque chose qui est particulièrement rigoureux. Je signale à tout hasard que George Bush, depuis qu'il a fini son mandat, il ne se déplace plus. Et j'ai l'impression qu'Obama ne se déplacera plus beaucoup aussi quand il aura fini son mandat, vu que s'il met ses pieds en France, il a une plainte dès le lendemain pour les actes de torture, les prisons illégales qui ont été faites et les assassinats ciblés qu'il fait ici ou là, qui sont des traitements inhumains et dégradants et qui relèvent de la compétence universelle en France. Donc en fait, je ne peux pas vous dire on va les mettre, ils sont, voilà. Mais il y a quand même dans ce jeu une certaine force des sanctions et d'une manière aussi pragmatique, je vous répondrai un peu comme des Palestiniens que j'ai pu rencontrer qui me disent en plus tout ce que vous dites c'est en français ou en anglais donc on n'y comprend rien vu que toute la jurisprudence est publiée en français ou en anglais pas en arabe et puis il dit j'ai pas étudié tout ça mais il dit j'ai quand même compris une chose c'est que si tout le monde bloque pour qu'on aille à la cour c'est que la cour sera efficace. Voilà. Quand vous dites George Bush ne se déplace plus, bientôt Obama, etc., Netanyahou, tout ce qu'on veut, mais s'ils viennent sur le sol français, mais qui va dire attention, il est là, il faut l'arrêter? Qui va le dire? À qui? Et comment ça va se faire? Ben, il faut que c'est au groupe militant d'être vigilant. Oui, c'est au groupe militant d'être vigilant, de surveiller ça, de s'organiser, d'avoir des avocats disponibles, d'avoir des équipes qui aient des plaintes un peu rédigées à l'avance.
Et puis, c'est comme cela que les choses peuvent se produire. Mais il y a peu de temps, il y a eu, par exemple, un important dirigeant de la police marocaine qui a été à un poil de se faire arrêter. Et puis, il a vraiment juste eu le temps de fuir, mais il est rentré dardard, alors même qu'il y avait une réunion, je crois que c'était au ministère de l'Intérieur, et même s'il était attendu par le ministre de l'Intérieur, il a vite rallié la frontière en se planquant, parce qu'il y avait l'association contre la torture qui avait été vigilante et qui était là aux aguets. Voilà. Donc il faut travailler maintenant avec des avocats, il faut commencer à penser à tout ça. Il faut rentrer. Moi, je vous ai bien dit que le droit et l'action juridique ne pouvaient rien résoudre s'il n'y a pas le jeu politique à côté, main dans la main. Ça, c'est tout à fait clair. Mais il faut admettre que dans l'action, eh bien, il y a une part pour le droit comme argument, en disant il y a violation, etc., etc. Mais il y a aussi une part pour le droit comme outil. Et donc ça passe par des techniciens. Voilà, ça c'est certain. Alors des avocats qui veulent faire cela, on en trouve beaucoup. Et, oui, ça c'est certain. Oui, on trouve. Non, mais bien entendu. Alors, il y a encore des questions dans la... Jean ? Oui. Un des graves problèmes qui se posent chaque jour dans la région, dans les territoires occupés, ce sont les colonies qui existent déjà et qui sont ajoutées, qui sont développées régulièrement à la face du monde. C'est reconnu comme une illégalité, une violation flagrante du droit international. Je ne sais pas si on peut dire la même chose également du vol de l'eau qui est pratiqué également dans le même territoire. Ouais. Ma question est la suivante. Quelles seraient les possibilités qu'offrirait le droit international? Est-ce qu'il y a là peut-être également au niveau de la Cour pénale une possibilité d'action? Alors sur la colonisation, on peut répondre de manière certaine, vu que le crime de colonisation, entendu comme l'acquisition de territoire pour y implanter sa propre population et chasser la population existante, est défini comme crime de guerre. Et par le statut de la Cour pénale internationale et renvoie à un régime de droit coutumier qui est extrêmement solide et qui a été tout à fait détaillé par le tribunal pénal sur l'ex-Yougoslavie où il y avait également des déplacements de population pour piquer les biens. C'est-à-dire que je suis obligé de dire que c'est un peu comme les gens qui vous agressent dans la rue ou qui violent les femmes. Au bout d'un moment, les criminels ne sont pas très intelligents et donc en fait quand ils ont la force, ils cherchent à prendre les territoires des autres pour dégager les populations et s'y installer. Donc il y a beaucoup de références juridique. Donc la colonisation, on dit c'est un crime. Je vous confirme que c'est un crime de droit international répondant à un régime juridique très précis et qu'il est sanctionné par le statut de la Cour. D'ailleurs, dans la plainte qu'on a rédigée le 25 juillet, nous avons visé les crimes qui concernent directement l'opération militaire, c'est-à-dire les attaques non discriminées et les attaques disproportionnées, mais nous avons visé également la colonisation et le blocus, car l'opération militaire qui a eu lieu n'existe que parce qu'il y a la volonté de coloniser la Palestine. S'il n'y avait plus la volonté de coloniser la Palestine et que les Palestiniens pouvaient vivre comme ils ont toujours vécu auparavant, eh bien, il n'y aurait pas l'opération militaire. Donc il était tout à fait clair dans la démarche du ministre que la plainte visait globalement le phénomène de colonisation. Voilà. Alors en droit français, on a maintenant le crime de colonisation tout récent depuis 2010 où on peut déposer plainte. En droit luxembourgeois, je ne sais pas. Voilà. Et concernant l'eau? Pardon? L'eau, c'est alors, sur l'eau, il faudra faire une petite démonstration par rapport à l'ampleur du phénomène, mais sur l'eau, sur également l'utilisation du sol par des carrières, et notamment un grand cimentier allemand, on est exactement dans la même logique qui est de la conquête par la force. Voilà. C'est-à-dire que l'occupation militaire, contrairement à ce qui est parfois entendu, l'occupation militaire, elle n'est pas illicite en elle-même. Elle est illicite quand elle dure trop longtemps ou si, surtout, elle est l'occasion d'acquérir le territoire. Mais l'occupation militaire est un régime légal quand les conditions légales sont respectées, c'est-à-dire celles des conventions de Genève. C'est-à-dire que le droit de la guerre existe depuis toujours et vous ne pouvez pas écarter qu'il pouvait avoir un État, peut avoir un voisin
qui un jour est tellement agressif qu'il faut bien aller faire une opération militaire parce que c'est comme cela. Et donc quand vous aurez gagné la guerre, eh bien vous aurez le droit de vous y installer le temps de rétablir un processus de paix et de construction de la paix. Donc pendant ce temps-là, la France, par exemple, ou le Luxembourg sera puissance occupante. Mais puissance occupante, il va respecter, il va faire régner l'ordre, il a des possibilités de le faire, il doit faire tourner les services publics, il peut prendre, c'est tout assez bien rédigé sur ce qu'il a la possibilité de prendre comme richesse pour son fonctionnement, notamment l'eau pour la douche des soldats, si je peux simplifier comme cela. Mais en revanche, quand il va commencer à prendre l'eau pour l'emporter chez lui, à détourner les mécanismes, à creuser le sol, à implanter ses entreprises, à garder des territoires, à dire pour ma sécurité, je prends 50 km de plus. Là, on n'est plus dans l'occupation, on est dans la conquête du territoire par la force armée, ce qui est toujours illicite, vu que le droit ne reconnaît pas les guerres de conquête. Ceci dit, s'agissant de l'occupation, la résolution 242 demande à Israël de se retirer des territoires. Et ce retrait n'est pas soumis à des conditions. Ce qui veut dire chaque jour que se prolonge cette occupation, c'est une nouvelle égalité. Et ce n'est pas une occupation militaire qui pourrait se justifier. Là, vous êtes sur le droit, je ne vais pas dire ancienne manière en quelque sorte, parce qu'il existe encore, mais qui est le droit proclamé et sur lequel manque le moyen de l'effectivité. Donc c'était tout ce qui a fait le bonheur d'Israël, ou prenez toutes les résolutions que vous voudrez, de toute façon j'en ai rien à fiche, parce que le seul qui pourrait me faire quelque chose, c'est le Conseil de sécurité, et que les États-Unis me protégeront toujours. Voilà, mais c'est par exemple, c'est le droit au retour, c'est voilà. Donc effectivement, j'ai quand même bien démarré mon propos en disant que je suis quand même toujours dans le doute quand on utilise l'arme juridique, parce que le droit a été utilisé comme de la poudre à perlimpinpin qui fait joli et qui permet d'organiser durablement des violations du droit. En fait, si je peux rajouter une petite chose, c'est que l'occupation, le début de l'occupation à partir de 67 correspond à la violation d'un autre pan du droit international que les crimes qui sont commis pendant l'occupation. Il est interdit, alors déjà il est interdit de conquérir, de faire la guerre, d'agresser un autre pays, ce qui a été fait en 67, donc ça c'est la violation qui a été commise en 67. Mais après, une fois qu'une guerre est lancée, il y a d'autres examens qui se font non pas sur le déclenchement de la guerre, mais sur le déroulement de la guerre et sur le déroulement de l'occupation. Et c'est ça que juge la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale ne juge pas la licéité du déclenchement d'une guerre d'agression, par exemple. Donc c'est deux choses différentes. Et effectivement, là, pour juger les agressions, là, on est totalement soumis en fait au bon vouloir du Conseil de sécurité. Donc c'est quand c'est Saddam Hussein qui envahit le Koweït, c'était totalement illégal. Et là, voilà, on le sanctionne. Donc on fait une opération militaire, voilà, pour le bouter hors du Koweït et voilà, pour réduire ses capacités militaires. Quand c'est Israël qui conquiert de manière totalement illégale la Cisjordanie et Gaza en 1967, on est soumis au bon vouloir du Conseil de sécurité et il décide de ne rien faire, sauf mettre une résolution pour donner un ordre, mais qui n'est pas appliquée. Il n'y a pas de troupes qui sont envoyées derrière pour appliquer cette résolution, et voilà. Donc c'est autre chose. C'est deux questions juridiques très différentes, en fait. Oui. J'aurais encore deux petites questions sur le parquet de la Cour pénale internationale. Premièrement, quels sont les critères de ce parquet pour donner suite à une plainte introduite en bonne forme, par exemple, par le ministre de la Justice? Alors, oui, on va déjà... La deuxième question, oui, c'est plus simple. Est-ce que ce parquet, est-ce qu'il a une autorité de tutelle ou est-ce qu'il est complètement autonome? Alors, je vais reprendre on va prendre dans le désordre. Donc il a une indépendance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tutelle, sauf qu'il a celle qu'il a portable entre les oreilles là.
Et on a vu, par exemple, que le procureur Ocampo était totalement branché sur les enjeux politiques et que le droit était vraiment secondaire. Je le dis de manière très claire et toute preuve à l'appui. Bon, donc, mais statutairement, encore une fois, le procureur a été choisi par l'Assemblée des États. Il y a plusieurs candidats et ensuite il n'a pas de patron, voilà, il a un mandat, il exerce son mandat et normalement c'est un procureur indépendant. Comme c'est un procureur indépendant, le statut s'était dit c'est un peu dangereux parce que ce procureur il peut se mettre à faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il se réveille en colère le matin ou il a un attachement familial et bon, il lance des enquêtes. Donc il a un rôle qui est beaucoup plus limité que nos procureurs nationaux et quand il doit, c'est votre première question, ouvrir une enquête, il doit se faire autoriser par la Chambre. Voilà. Sauf quand c'est un État qui dépose plainte directement. À ce moment-là, le procureur n'a pas d'initiative, vu que c'est un État qui a porté plainte. Mais quand l'État a simplement donné compétence et qu'il ne veut pas porter plainte lui-même, ce qu'il peut faire pour des raisons d'opportunité diplomatique, le procureur peut agir. Il agit de sa propre initiative. Mais de sa propre initiative, ce n'est pas l'arbitraire. Donc la première chose, c'est qu'il doit se faire autoriser par la Chambre, par une chambre de la Cour qu'on appelle la chambre préliminaire. Et donc pour le moment, c'est notre débat sur la Palestine. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura on verra si je crois vraiment qu'il y aura la déclaration de compétence. Au bout d'un moment, ça va lâcher, on ne pourra pas faire autrement. Ensuite, quelle sera la plainte? On verra si elle est rédigée ou autre. Mais il est possible qu'il y ait un certain deal en disant on reconnaît, mais ensuite c'est au procureur d'agir. Et à ce moment-là, le procureur, c'est ce qu'il aurait dû faire en 2008-2009, il avait assez d'éléments pour dire j'interroge la Chambre pour savoir si la déclaration de compétence est valable et pour savoir si j'ai assez de critères pour ouvrir l'enquête. Et donc c'est la Chambre qui l'autorise à ouvrir l'enquête et après dans la procédure vous avez tout un mouvement de va-et-vient entre le procureur et la Chambre qui contrôle. Ensuite sur les critères même, ils sont définis par le statut et ils ont été très précisés par la jurisprudence. Donc en 2009, on essuyait les plâtres, vu qu'il y avait peu de procédures. Maintenant, il y a eu plusieurs procédures. Il y a notamment celle du Kenya et celle de la Côte d'Ivoire, qui ne nous intéressent pas en tant que telles, mais parce qu'à cette occasion, la Chambre préliminaire a donné les critères qui permettent de savoir quand est-ce qu'on ouvre l'enquête. Et notamment pour ce qui est d'ouvrir l'enquête, elle retient cette formule qui est qu'il faut savoir s'il est raisonnable de penser que des crimes entrant dans la compétence de la Cour ont été commis. Voilà. Donc là, je pose la question à tout le monde, vous lisez la presse, vous regardez la télé, est-il raisonnable de penser que des crimes entrant dans la compétence de la Cour ont peut-être été commis à Gaza? Alors si c'est raisonnable de penser que, le procureur est obligé de faire l'enquête. Et ensuite, quand le procureur il arrive à dire que ce n'est pas raisonnable mais qu'il y a des preuves, il doit retourner devant la Cour et à ce moment-là, quand on estime que les faits sont imputables à telle personne et ainsi de suite, voilà comment les critères se font. Donc il y a, je crois, dans la théorie, 5 ou 6 critères de preuve. Au début, c'est est-ce que c'est raisonnable de penser que des crimes ont été commis jusqu'à les preuves raisonnables de penser que, en dehors du doute, c'est lui le coupable. Et donc je crois qu'il y a 5 degrés de preuve qui sont maintenant bien définis par la jurisprudence. Également, il est toujours dit que la Cour ne juge que les crimes les plus graves et cherche les principaux auteurs. Voilà. Ce qui inverse un petit peu le jeu que l'on a en droit pénal classique, vu qu'en droit pénal classique, celui qui est recherché, c'est celui qui braque la banque. Bon. Et on voit en droit international que celui qui tire sur la gâchette, c'est pas forcément lui qui est le véritable auteur au sens de la gravité du crime de guerre. Donc ça vise les chefs d'État et c'est pour ça que c'est Gbagbo, qui n'a jamais tenu un fusil, qui se retrouve là où il est et qu'on peut penser à tel ou tel qui pourrait lui faire un bon compagnon de voisinage. Il se raconterait des histoires. Si je peux me permettre aussi une question, un des premiers jours je crois le premier jour de l'incursion terrestre, il y a eu 6 ou 7 morts parmi les soldats israéliens, suite à quoi il y a eu des énormes destructions qui ressemblent beaucoup à une action de revanche, parce qu'on a détruit des rues entières, sachant exactement que des gens vivaient là encore. On a
vu les images, c'était un champ de ruines et je crois qu'on a retiré une centaine de victimes civiles. Après, bon, maintenant, on sait qu'il y a énormément de gens qui ont perdu leur maison, des dizaines de milliers, des centaines de milliers probablement, qui n'ont nulle part pour habiter. Je sais que les écoles sont chargées de réfugiés encore, alors que les écoles ont recommencé après les vacances d'été. Donc, il y a la question de la reconstruction. Et alors, si je dis reconstruction, c'est en même temps, on efface quand même des preuves de crimes de guerre. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à ce niveau-là, dans l'optique qu'éventuellement un jour il y aura une enquête? Oui, je sais pas, peut-être plus une observation qu'une question. Hein, en gros, ce qu'on peut quand même dire, c'est que, et ça je pense que c'est très fort dans la société palestinienne, la reconstruction est extrêmement difficile à faire, matériellement. Cette destruction a été d'une ampleur considérable. Donc on dit on reconstruit, on va dire on met beaucoup d'argent, parce qu'il y a des pays arabes qui ne feront jamais rien pour les Palestiniens, mais qui peuvent mettre de l'argent pour refaire des immeubles. Mais c'est quand même en pratique très compliqué. Voilà. Et si je comprends bien la question, est-ce qu'on n'efface pas des preuves en reconstruisant trop vite? Est-ce que c'est ça que tu veux dire aussi, Claude? On va rester 20 ans. non, les preuves, on a tout. Et non, on a tout. C'est pour qu'ils répondent. Ouais. Non, les preuves, on a absolument tout, et de les photographies. J'ai travaillé avec, donc je travaille avec les ministères de la Justice, et ils ont un service de documentation qui fonctionne de manière excellente. C'est-à-dire qu'on a vu pour 2008-2009 les dossiers, ils ont absolument tous les dossiers, et donc pour nous, encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous raconter quelques petites histoires tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre que c'est ça la vie des personnes. Vous comprenez, on nous dit qu'il y a eu donc sur ce camp là où ils ont débarqué, et puis ça tirait tous azimuts, on a vu. Mais il faut raconter les scènes, il faut dire c'est ça, c'est telle personne, c'est le père qui court avec ses 3 enfants et ils sont fusillés tous les 4. Et donc il nous faut ensuite le nom, il faut savoir à quelle école étaient les enfants, il faut savoir comment ils s'appelaient, il faut voir ce qu'ils faisaient, il faut avoir des photos, il faut reconstituer leur vie, il faut voir où les tirs ont eu lieu, il faut l'autopsie, l'autopsie n'est pas toujours nécessaire et matériellement elles sont parfois assez difficiles à faire, bien qu'elles ne soient pas interdites là-bas, mais elles sont parfois tellement évidentes, mais c'est les tracer des balles, examinez-vous. Donc toutes ces preuves-là, on les a. Et est-ce que le tir est à bout portant ou non? Quel est le type d'arme qui a été utilisé? On a vu notamment sur le cas d'une jeune fille qui s'appelait Jamila, qui a été les 2 jambes sectionnées, qu'une jambe a été arrachée par le souffle, elle a été visée par un drone qui l'a vraiment tiré à bout portant. Ils étaient sur le toit d'une maison avec un autre enfant qui était déchiqueté, et elle, les 2 jambes, ils sont passés, mais il y a une jambe qui a été explosée par le souffle, donc c'est tout déchiré, c'est horrible, et il a fallu amputer, couper net, et l'autre, elle avait été coupée net. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y avait dans la bombe des outils qui sont là pour mutiler. Voilà. Et donc ça, il y a les certificats médicaux, ils y sont, et tout ça pourra être jugé. Donc vraiment, au niveau des preuves, les Palestiniens travaillent de manière excellente. Hein. Excellente. Bon. Alors, la toute dernière question. Je pense que ça pourrait être utile également. Comment est-ce qu'on qualifie en droit national l'action du Hamas? Oui. Le droit de résister. Ah oui, c'est une très bonne question. Mais qui lance des requêtes et qui est systématiquement l'objet dans la communauté internationale de condamnation à gauche et à droite pour cet envoi de requêtes. On dit également que cet envoi de requêtes est uniquement fait contre les cibles militaires. Est-ce que c'est imaginé ou est-ce que ça correspond à une certaine réalité? Alors, bon, là je vais sur la part des faits.
Je suis prudent vu que vous avez à Gaza les groupes politiques et les groupes militaires et que dans le Hamas, il y a la direction politique et la direction militaire et que la direction militaire est largement clandestine pour des raisons évidentes. Et il y a eu 3 grands responsables militaires qui ont été tués après le cessez-le-feu. Donc la direction militaire, savoir comment elle s'organise, etc., au bout d'un moment, il ne faut pas se mettre trop dans des hypothèses, vérifier les faits. Ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu, alors les armes qui étaient importées maintenant sont fabriquées pour la plupart à Gaza, c'est de notoriété, vu qu'il y a même eu des déclarations que maintenant ils savaient bien faire et qu'ils allaient non pas être importateurs, mais peut-être exportateurs d'armes. Donc les armes sont fabriquées sur place. Comment elles sont utilisées, elles n'ont pas un degré, donc là aussi je suis prudent dans la réponse, mais de tout ce qui peut être dit, elles n'ont pas un degré de précision suffisante pour cibler des objectifs militaires, donc elles visent des objectifs lointains, bon, et potentiellement la population civile. Donc sur le plan de l'analyse juridique, le fait de lancer des armes de guerre sur la population civile de manière indiscriminée ou sur des objectifs militaires mais avec trop peu de précision et risquant de causer des dommages plus importants à la population civile, c'est une qualification de crime de guerre. Voilà. Maintenant, le traité de la Cour pénale internationale le précise expressément sur l'article qui concerne la légitime défense. Je crois de mémoire que c'est l'article 35 et que c'est le paragraphe D qui traite de cela, mais je pourrais le confirmer. Vous vérifiez le texte si vous le souhaitez. En tout cas, il y a un dispositif que je connais bien pour l'avoir vraiment étudié avec eux, c'est qu'il est prévu une hypothèse de légitime défense, je dirais, dans la vie, comme la vie de tous les jours. C'est le paragraphe C, et il y a le paragraphe D qui concerne la possibilité de reconnaître comme excusable au sens pénal, c'est-à-dire comme non punissable au sens pénal, des crimes de guerre. Ça avait été prévu dans le traité, non pas pour la résistance armée, mais plutôt pour les gouvernements qui se disaient « je vais prendre le pouvoir, si je peux avoir des troubles importants dans le pays, je vais être obligé de parquer des populations, je peux avoir mes forces de l'ordre qui vont péter les plombs et puis il va y avoir des faits graves ». Et donc, ils ont voulu se réserver la possibilité de commettre des crimes de guerre quand ils expliquent que c'est dans un certain contexte. Bon. Et cet article, ce paragraphe D, a été beaucoup discuté, et notamment l'école belge de droit international avait dit « mais qu'est-ce que c'est ça, des crimes de guerre qui peuvent être excusés ?» Bon, et puis oui, mais il y a des conditions, donc finalement elles ne sont pas si mauvaises que ça, et la conclusion de l'école belge, excellente, était de dire à partir du moment où les conditions telles qu'elles sont fixées par l'article D, le paragraphe D, sont respectées, on peut comprendre que les crimes de guerre deviennent excusables. Voilà. Alors ça joue pour la résistance armée, pour le cas de Palestine, mais comme pour d'autres. C'est-à-dire que moi, je cite souvent comme exemple le premier cas de résistance armée qu'il y a eu en France. Donc les cas n'ont absolument rien de proche et ne me faites pas faire des rapprochements que j'ai jamais fait, que je ferai jamais. Mais le premier grand acte de résistance armée a lieu à Paris, à une station de métro, où un subalterne de l'armée allemande, mais quel uniforme, est tiré à bout portant. Bon, il n'est pas en position de combat et c'est un assassinat. C'est un assassinat sur le jour même, c'est un acte terroriste dans la propagande d'époque et c'est critiqué en disant à cause de cela maintenant il va y avoir de la répression, etc. Et maintenant c'est glorifié en disant il a montré le signe de la résistance. Donc il faut quand même analyser ces données, il faudrait passer une soirée rien que pour techniquement c'est complexe. Maintenant ce qui est quand même dit, c'est que le fait donc de lancer des armes de guerre de manière indiscriminée sur la population est une qualification de crime de guerre. Point. Deuxièmement, ces crimes de guerre peuvent être excusés au sens pénal s'il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il y a, donc il faudrait reprendre le problème, mais c'est un péril imminent d'une extrême gravité, non pas pour les biens même de la personne, mais pour le peuple. Bon, qui est un premier critère. Le deuxième, c'est que ça se fasse dans le cadre d'un commandement organisé et non pas de quelqu'un qui, dans son coin, tire les trucs. Bon. Et le troisième, c'est qu'au final, les dommages qui sont causés sont sans commune mesure avec ceux qui étaient subis au moment de l'agression.
Et c'est donc sur la base de ces 3 critères qui ont été analysés que les dirigeants de la résistance disent ben, nous, sans connaître l'article D, on était persuadés que notre action que l'on regrette en tant que telle, parce que il peut y avoir un enfant qui prend l'arme, etc. Et dans le contexte, le seul moyen de résistance à notre portée, ce moyen de résistance cause beaucoup de tracas, semble-t-il, dans la population, mais les dommages restent quand même rien par rapport au bilan de ce qui est suivi dans la population, et donc ils l'assumaient en tant que tel. Ils assumaient aussi toujours, et depuis les premiers contacts qu'on a pu avoir en disant on ne peut pas imaginer en tant que responsable de cette portion de territoire et de cette population de priver la population palestinienne de la protection de la Cour pour éviter un procès. C'est-à-dire que ça a toujours été clair pour eux, qui était de dire, mais s'il faut assumer le procès, on l'assume. Excusez-moi de vous dire que la plupart des dirigeants là-bas ont connu la justice israélienne, les tribunaux militaires, etc. Donc une enquête de la Haye, c'est pas ce qui va les... ils assument pleinement. Mais ils ne peuvent pas imaginer de dire... pour ne pas avoir à subir le procès, je laisse la population sans protection. Donc oui, évidemment, on ratifie, et puis s'il y a un procès, on y répondra. Mais vient ensuite le 3e point, qui est donc les 3 critères qui permettent de dire que le crime de guerre peut être excusé au sens pénal, parce qu'il y a bien un commandement qui est organisé, c'est-à-dire quand il y a des pauses, il y a des pauses, quand il y a quand il y a des attaques, il y a des attaques, il y a une certaine organisation. Le péril imminent pour la population, on voit quand même ce qu'il en est avec la disproportion totale, les bilans, etc. Et puis également la réalité des dommages causés par rapport aux dommages subis. Voilà. Donc que le débat s'ouvre sur ce plan, mais le débat massif qui utilise tout en disant il faut que les tirs de roquettes arrêtent parce que ceci, parce que cela, au point de vue du droit, c'est un débat qui est complètement calibré. Et après, on peut rajouter un autre argument de fait que j'ai eu abordé lors d'un débat une fois, en disant, écoutez, c'est très simple, s'il n'y a plus de tirs de roquettes, on recrée un aéroport à Gaza, on met une aviation, on met une défense aérienne au sol, on met une surveillance électronique, il n'y aura plus de tirs de roquettes. Alors après, l'option, la résistance armée ou non, ça c'est question, chacun son point de vue. En tant qu'avocat, j'ai rien de plus à dire sur le thème. Bon, merci beaucoup pour cette conférence. Merci à vous.